Bonjour Laura, bienvenue dans le podcast Vécu. Bonjour, Merci d'avoir accepté d'être mon invitée aujourd'hui. c'est moi qui te remercie de m'avoir invitée, vraiment merci beaucoup. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur ton histoire. Donc, bienvenue dans le podcast. Et avant de commencer à échanger ensemble, je vais te demander simplement de te présenter. Donc, tu me donnes ton prénom, ton âge, ta situation de famille et ce que tu fais dans la vie. Moi je m'appelle Laura, j'ai 36 ans, j'ai 3 enfants, donc un petit garçon autiste, Emilio qui a 6 ans, une petite fille de 4 ans et demi et un autre bébé qui a 8 semaines, qui vient de naître, donc mes journées sont assez chargées. Donc moi j'ai eu une carrière dans la banque, pendant 10 ans en France et là maintenant depuis que je vis en Irlande, je ne travaille plus, mais j'ai un statut quand même, légal. Je suis considérée comme l'aidante de mon fils autiste. C'est un statut qui existe en Irlande et c'est important parce que ça me donne une vraie place dans la société. Super, on va en parler plus en détail, c'est intéressant. Donc D'accord. aujourd'hui, tu viens de le dire, tu viens nous parler principalement de ton fils qui est autiste, Emilio, et du fait que vous avez immigré en Irlande pour cette raison. C'est Donc on ça. va en parler un petit peu plus en détail. J'ai hâte d'en savoir plus. Avant ça, j'aime bien apprendre à connaître mon invité un peu plus et depuis, son enfance. Donc toi, où est-ce que tu as grandi? Je suis née à Annemasse en Haute-Savoie. Tu avais des frères et sœurs? Oui, j'ai un frère qui a 1 an de moins que moi et une petite sœur qui a 11 ans de moins que moi. Comment tu qualifierais ton enfance? Franchement, j'ai eu une enfance idyllique. Je vivais dans un tout petit village de 200 habitants et il y avait une station de ski dans mon village, la plus petite station de Haute-Savoie. Et donc l'hiver, on allait avec les copains d'école à la station de ski toute la journée. L'été, on allait se Mmh. baigner au lac, vraiment j'ai que des beaux souvenirs d'enfance. Est-ce que tu te souviens si tu voulais des enfants à l'époque? Enfin, est-ce que tu t'imaginais maman plus tard? Ouais, je m'imaginais maman, bah, moi je voulais c'est marrant, je me souviens, peut-être qu'on veut inconsciemment faire comme ses parents, mais je me disais que je voudrais 2 enfants comme ma mère parce que j'ai 11 ans d'écart avec ma plus petite sœur, on était 3. Mais je me souviens avant qu'elle naisse, je voulais 2 enfants, une fille et un garçon comme moi et mon frère. Des fois on jouait, on imaginait déjà les prénoms de nos enfants. Je te pose la question parce que c'est intéressant après, au regard de ton parcours de vie, mais est-ce que tu avais, une vision un peu, du handicap ou plus particulièrement de l'autisme? C'est vraiment une bonne question, vraiment. Ça, c'est vraiment une très bonne question parce que justement, quand j'étais petite, j'ai jamais vu de personne handicapée. Vraiment jamais. Je me souviens, parce que maintenant je peux comparer avec ce que je vis aujourd'hui en Irlande. Quand j'allais à l'école, j'ai jamais été à l'école avec des enfants handicapés, jamais, que ce soit en maternelle, primaire, collège, lycée, j'en ai jamais vu. Et c'est vrai que même dans la rue, c'était très rare que je vois des gens handicapés. Dans ma famille, il y en avait pas. Et donc, moi, je me souviens quand j'étais au collège que j'entendais des insultes comme, triso, autiste, des insultes à l'époque. Les enfants s'insultaient de ces mots-là entre eux. Et il y avait une vision, je me souviens que les gens autour de moi avaient une vision très péjorative du handicap et même moi, pour moi, bah, être handicapé, c'était lointain, vraiment, je voyais pas ce que c'était puisque j'en côtoyais pas. Mais pour moi, être handicapé, c'était quelque chose de dramatique. Ça, c'est les gens handicapés, pour moi, ils avaient pas de vie, ils avaient pas de place dans la société. Malheureusement, c'est cette vision-là que j'en avais à l'époque. Et donc après, la première partie de ton parcours scolaire, c'était, dans ce village de Haute-Savoie. Voilà, Puis tu as fait des études et voilà. Alors donc j'ai fait mon école primaire dans ce petit village, il y avait une école primaire et ensuite j'ai été au collège, lycée et après oui, j'ai fait une année de prépa littéraire à Annecy. Après je suis partie, faire des études, à Grenoble et à Lyon. J'ai rencontré un petit ami à l'époque, avec lequel on est parti à Cherbourg en Normandie. pour le travail? Non, c'est parce que sa maman était, elle était en fin de vie et il avait envie de passer plus de temps avec sa maman et il m'a dit: «Est-ce que tu veux qu'on déménage à Cherbourg près de ma mère?» Et moi j'avais envie, j'ai toujours eu envie en fait de partir de ma région, de vivre dans des nouveaux endroits, même de m'expatrier, hein. J'ai toujours, eu ce rêve-là depuis toute Ah ouais, petite. d'accord. Voilà. Depuis toute petite, j'avais envie de partir, de voyager vraiment. Donc j'ai dit oui et c'est là-bas que j'ai repris mes études en négociation relations clients, BTS d'abord et après en licence banque à Caen. Caen, c'est la grande ville à côté de Je Cherbourg. connais, je suis de Caen moi. C'est vrai? Ouais, Ah bah, ouais, je c'est suis marrant, originaire de Caen, c'est rigolo. hein, le monde est petit franchement et voilà, vraiment j'ai adoré mes années à Caen, hein, c'était super bien. Mais c'est rigolo parce que du coup, tu es partie à Caen, donc pour accompagner ton conjoint qui voulait être plus proche de sa maman, qui voulait être aidant en fait pour sa maman un petit peu si Oui, je comprends c'est bien vrai, ou c'est vrai. J'avais jamais vu les choses comme ça, tu vois? mais tu étais encore étudiante, donc c'était quand même une démarche assez mature de ta part, je trouve. C'est vrai, c'est vrai que c'était une démarche mature, mais après, comment dire? Comment expliquer ça? Là, je t'ai parlé de mon enfance qui était un peu idyllique,
Mais moi, dans ma famille, c'était pas une famille idyllique non plus, donc je sais pas si on va D'accord. rentrer dans les détails dans ce podcast, mais Si tu le souhaites. Dis simplement ce que tu as envie, on n'est pas obligé d'en parler, c'est comme tu le sens. bah, moi, mes parents, ils ont pas très bien assumé leur rôle de parents. Moi, par exemple, je suis partie très jeune de la maison à 17 ans et en fait, si tu veux, ma petite sœur qui a 11 ans de moins que moi, ils ont plus souhaité s'en occuper quand elle a eu l'âge de 12 ans. Moi, j'habitais déjà à Cherbourg. C'est vraiment une histoire compliquée, hein, c'est pour ça que c'est un peu dur à raconter et donc elle devait être placée. Et moi, j'avais 23 ans à l'époque et j'ai dit: «Non, j'ai hors de question que ma sœur soit placée, je voudrais la récupérer chez moi». Donc c'est vrai que j'ai eu un peu comment dire? Ce rôle d'aidante, on va dire, de ma sœur. C'est plutôt ça, tu vois, que avec lequel je fais le parallèle. Donc, elle a été placée chez moi à l'âge de 12 ans, donc elle habitait en Haute-Savoie. Elle a fait 1000 kilomètres pour venir me rejoindre à Cherbourg, j'habitais à l'époque et elle a vécu 5 ans avec moi. Donc pendant 5 ans, j'ai élevé ma petite sœur, en fait, qui avait 12 ans et jusqu'à l'âge de 18 ans. Tu as un peu été une seconde maman, ouais. J'ai un peu été sa maman et même aujourd'hui, comme mes parents sont absents de notre vie totalement, elle me Mmh. voit comme sa maman toujours. On a Mmh. une relation plus de mère et fille que de sœur. Mais c'est super intéressant, je trouve, de le mentionner sans rentrer dans les détails, de la défaillance de tes parents. Mais, c'est intéressant parce que, du coup, on comprend que rapidement, tu as été projetée dans un rôle de mère quand Voilà, même. c'est ça, exactement. Donc oui, et ça a été très dur d'ailleurs, hein. Je me suis retrouvée à 23 ans à assumer ma sœur et on a vraiment été seules parce que moi à l'époque j'étais célibataire, donc quasiment pendant tout le temps où elle vivait chez moi, on a été toutes seules toutes les 2. Donc là, ça s'est fini avec ton conjoint de l'époque? Oui, c'était fini avec mon conjoint de l'époque. Quand ma sœur est OK. arrivée, j'étais encore avec mon conjoint de l'époque. Il est resté Ouais. 6 mois et on s'est séparés au bout de 6 mois. Je pense que ça a joué un peu, ça devait être lourd pour lui. On avait 23 ans, on s'est retrouvés à élever une enfant pardon, de 12 ans. Et à quel moment tu as rencontré ton compagnon actuel? Quand j'étais à Cherbourg et que j'ai élevé ma sœur toute seule et que mon copain m'a quittée, je me suis sentie seule, vraiment une solitude atroce. Ma sœur allait en internet toute la journée. Moi, j'avais pas de famille. J'avais vraiment plus de contact avec mes parents, hein. Donc j'étais seule. Vraiment, je me sentais seule au monde et j'ai fait une grave dépression, en fait. Je me souviens à l'époque, une très grave dépression. Donc j'ai vu un psychiatre. Il m'a suivie pendant plusieurs années. J'ai pris un traitement antidépresseur. J'ai pas honte de le dire, hein, franchement. Aujourd'hui, je le dis à tout le monde parce que ça m'a sauvé la vie. Et j'ai demandé une mutation parce que justement, quand j'ai commencé à aller mieux, je ne voulais plus rester sur Cherbourg, je voulais recommencer quelque chose ailleurs. J'en ai parlé à mon travail et ils ont été vraiment très humains, la DRH à l'époque. Elle m'a comprise, je lui ai parlé, hein, de ma vie, je lui ai rien caché. Je leur ai demandé une mutation et du coup, ils m'ont proposé une mutation à Saint-Nazaire et en plus, c'était une évolution dans mon poste. Je devenais directrice d'une petite agence. J'étais très contente. Donc j'ai été mutée là-bas. Alors j'arrive à Saint-Nazaire, donc j'étais directrice d'une nouvelle agence, j'avais beaucoup de travail. Donc moi j'adorais mon travail, hein, vraiment. Je rencontrais des gens différents toute la journée et tout le monde disait que j'étais psychologue dans mon travail. C'est peut-être, à cause de mon vécu. Les gens, ils se confiaient tous à moi, tous. Ça a toujours été comme ça. Les gens venaient, ils se confiaient à moi, ils me racontaient leur vie, on échangeait beaucoup et puis je voulais toujours les aider. Plusieurs fois, j'ai eu des problèmes dans mon travail parce que je remboursais trop les découvertes des gens, je faisais en sorte de pas leur prendre de frais. Voilà, c'est des trucs de banquier, mais j'avais vraiment envie d'aider les gens, leur situation me touchait et des fois ça portait préjudice dans mon travail parce que j'oubliais le rôle de conseillère, en banque. J'avais le rôle plus, de Mmh. psychologue et d'aidante. Mmh. Encore ce mot Mmh. aidante, c'est vrai. Je commençais à me rendre compte de certaines choses en discutant avec toi et donc le week-end, j'étais seule, les vacances, j'étais seule et donc un week-end où j'étais seule, je me suis dit: «Je vais sortir ce soir» parce que j'étais vraiment en déprime. Je me suis dit: «Je vais me forcer à sortir même toute seule». Et à côté de Saint-Nazaire, il y a la Baule, qui est très connue. C'est un lieu touristique, très touristique et il y a un grand casino là-bas. Je me suis dit: «Je vais aller boire un verre au casino», pas pour jouer, juste pour boire un verre parce qu'il y a toujours du monde là-bas et pendant que je buvais un verre, j'ai vu un jeune homme arriver avec, 2 jeunes hommes arrivés, en fait, pour être précise et il y avait mon conjoint parmi eux et j'ai eu un coup de foudre vraiment dès que je l'ai vu. Je l'ai trouvé super beau. Je suis tombée amoureuse immédiatement. Et c'est eux qui sont venus me parler. Ils ont vu, une jeune fille toute seule au bar et ils sont venus me draguer un petit peu tous les 2. Mais moi je regardais que, celui qui est mon mari maintenant et on a discuté, discuté, on a échangé nos numéros. Le feeling il est passé tout de suite et on s'est très vite mis ensemble, on s'est très vite pacsé et là ma vie elle a changé vraiment. Mais je me souviens, hein, je me souviens encore aujourd'hui, quelques semaines après que je sois avec lui, je me suis sentie heureuse. J'ai ressenti le sentiment de bonheur et je me suis dit: «Mais ça faisait des années que j'avais pas ressenti ça». La dépression, elle était partie, quoi
C'est grâce à lui vraiment, hein, c'est cette rencontre qui m'a sauvée, hein. On était vraiment sur la même longueur d'onde, on avait les mêmes passions, les mêmes projets. Donc on s'est rencontrés, C'est devenu très vite sérieux, en fait. Vous vous êtes vraiment trouvés? donc on a acheté notre maison, on s'est installés ensemble. Et moi, à l'époque, j'étais à fond dans ma carrière aussi, hein. Parce que tu me demandais tout à l'heure si je voulais des enfants. Étant petite, oui, je m'imaginais en avoir. Mais là, par contre, quand j'ai rencontré mon conjoint, j'avais pas envie d'avoir d'enfants parce que j'étais vraiment à fond dans ma carrière. Et je me disais: Tu «Oh les voulais plus ou tu te disais pas tout de suite? je me disais: «Pas tout de suite, pour l'instant, j'ai vraiment pas envie d'avoir d'enfants». On a fait, plusieurs voyages en Europe, on est partis en Hollande, au Portugal et on avait envie de découvrir le monde tous les 2. Et puis finalement, hem, mon conjoint a une amie, de notre âge qui est tombée enceinte. Je sais pas pourquoi mon horloge biologique s'est réveillée à ce moment-là. J'ai eu soudainement un désir d'enfant vraiment très fort, j'avais 29 ans. C'est venu d'un coup, j'ai eu vraiment envie d'un bébé. Je lui en ai parlé, donc il a dit: «OK, on va essayer de faire un bébé» et je suis tombée enceinte tout de suite, au premier cycle. J'étais vraiment heureuse d'être enceinte. Donc la grossesse s'est très bien passée, hein, il y a pas eu de problème et mon fils est né du coup, Emilio et quand il était bébé alors, quand il est né, je me suis découvert en tant que maman, vraiment. Je pensais pas que la maternité, ça allait me faire cet effet-là. J'étais faite pour être maman. C'était impressionnant. Mmh. Même quand il était bébé, bah, je voulais un deuxième enfant tout de suite. Tellement j'ai adoré Mmh. être maman, je voulais avoir un autre bébé tout de suite. Heu Qu'est-ce que ça te faisait? C'était quoi ton ressenti? et ben, en fait, il a guéri toutes mes carences affectives. C'est impressionnant, c'est tout le temps ce que je dis à tout le monde. Je l'ai gardé dans mes bras pendant 1 an, mon fils. Je l'ai gardé dans mes bras pendant toute sa première année. Je me rappelle, hein, j'étais tout le temps avec lui, je faisais toutes ses siestes avec lui. Ce bébé, il m'a apporté tellement d'amour. J'ai l'impression que c'est tout l'amour que j'avais manqué, bah, de mes parents, justement, de ma famille et j'en avais besoin. Il m'a apporté tout l'amour dont j'avais eu besoin toute ma vie et vraiment cet amour, c'était puissant, c'était que du bonheur. Et c'était quel genre de bébé, Emilio, les premières semaines, premiers mois? C'était un bébé calme, vraiment bah, comme je l'avais tout le temps dans mes bras, que je l'allaitais, je pense qu'il avait ses besoins comblés à 100 aussi. Donc c'est pour ça qu'il était calme. Il dormait, il mangeait, vraiment il pleurait pas beaucoup. C'était un bébé parfait, idéal. C'était le rôle de ma vie vraiment, hein. Ça fait cliché de dire ça, hein. Mais moi avant j'étais carriériste à fond. Ouais, ça a tout bouleversé. Après j'ai même pas eu envie de reprendre le travail, je pouvais pas me séparer de lui. Tu l'avais pas du tout anticipé ça? Non, j'avais pas du tout anticipé. Moi je pensais reprendre le travail après la fin du congé maternité. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit: «J'ai pas envie d'y retourner du tout», en fait? Ah bah oui, quand je voyais, bah, dès le début déjà, quand il est né, après quelques jours, quelques semaines, je me suis dit: «Mais un jour il faudra retourner au travail et laisser ce bébé, mais je peux pas, c'est impossible». Plus la date de fin de congé maternité arrivait, plus je commençais à me sentir mal, vraiment très mal. J'étais vraiment en fusion avec ce bébé et je pouvais pas le laisser, c'était impossible. Donc j'en ai parlé à mon travail, je leur ai dit: «Écoutez là, je me sens pas de reprendre le travail, j'ai envie de faire, parce que même du coup après, je me suis dit: «Là, la maternité, ça m'a tellement bouleversée, peut-être que la banque, c'est plus fait pour moi, qu'il faudrait que je fasse autre chose». Il fallait que je réfléchisse aussi à mon avenir, à ce que je voulais faire pour mon futur. Donc j'aurais demandé une rupture conventionnelle et ils ont accepté. J'ai eu vraiment beaucoup de chance. Je voulais trouver un métier qui me permettait de passer du temps avec, mon enfant, en fait. Et puis aussi, il faut dire que Emilio, donc dès qu'il est né, je me souviens quand il avait 1 mois, je voulais déjà un deuxième bébé, j'en parlais tout le temps à mon conjoint, il voulait pas. Pour lui, c'était trop tôt, il me trouvait folle de vouloir un deuxième bébé. Et puis finalement, il a accepté quand même et quand Emilio a eu 9 mois, je suis retombée enceinte. Et là, j'étais vraiment la femme la plus heureuse du monde. Tout le monde me disait: «Mais ça va être dur de bébé en bas âge et tout». Moi, ça me faisait vraiment pas peur, hein, j'étais heureuse. Ah, je me souviens, c'était un bonheur quand j'ai su que j'étais enceinte du deuxième. Et très rapidement, j'ai senti que ce serait une petite fille. Pour mon premier aussi, j'ai senti que ce serait un garçon. J'étais vraiment connectée, avec mes Mmh. bébés. Et c'est bien que j'ai eu ce bébé rapidement, la deuxième, parce que mon fils, j'étais vraiment en fusion avec lui. Il y a rien d'autre qui comptait et le fait qu'elle soit arrivée, ça m'a permis de me séparer un petit peu de mon premier bébé, parce que je devais m'occuper, d'un autre nourrisson en bas âge. Là, je parle de la naissance du deuxième enfant parce que c'est à ce moment-là qu'on va parler d'autisme. Donc quand elle est née, la petite, mon fils avait 18 mois. Donc à ce moment-là, aucun signe de Non. ton point de vue, hein, je parle. Moi, de mon point de vue à l'époque, Heu, j'ai rien remarqué du tout, hein. d'accord et ton entourage non plus? Personne ne t'a dit: «Ah, il Mon fait pas encore ça»? mari, ma sœur, personne. Mes amis. D'accord, Personne n'avait rien remarqué chez notre fils, personne, personne. Et moi qui étais en fusion totale avec lui, qui était 24/24 avec lui, j'avais rien remarqué. Et d'accord. pour moi, il était totalement, comme les autres. Est-ce que tu penses que c'est parce que c'était ton premier enfant et que du Oui, coup, il y a des étapes que tu connaissais pas?
Aujourd'hui, oui, totalement parce que j'ai eu 2 autres enfants maintenant donc quand j'ai eu ma deuxième fille, là, j'ai vu qu'elle se développait différemment du premier. Quand on a eu le 2e D'accord, enfant, c'est là qu'on s'est vraiment bien rendu compte qu'il y avait des signes déjà depuis tout petit, en fait, chez notre fils, qu'on n'avait pas d'accord. remarqué comme on n'avait pas d'expérience. Mais le médecin qui vous suivait n'a non pas Non. remarqué quoi que ce soit non plus? Puisque du coup, vous le voyez tous les mois normalement la première année? Mais parce que c'était des signes, je te l'expliquerai après, c'était des signes qui étaient encore subtils, tu vois? Parce que souvent les enfants autistes, ils se développent normalement jusqu'à 1 an. Ça a été le cas d'une autre. Jusqu'à 1 an, il s'est développé totalement normalement. Toutes ces visites, même je revois des photos aujourd'hui, hein, il était normal. Il souriait, il regardait dans les yeux sur les photos, c'est flagrant et il a commencé à parler normalement comme les autres enfants. Il disait: «Papa, maman», il a dit plein d'autres mots et c'est vers l'âge d'1 an qu'il a commencé à régresser. Donc jusqu'à D'accord. 1 an, il s'est développé normalement et ça, il y a beaucoup d'enfants autistes qui se développent normalement jusqu'à 1 an, même parfois plus tard et après il y a une régression et où ils perdent tous leurs acquis. C'est typique de l'autisme et donc à 18 mois, on a eu la visite des 18 mois chez le médecin. Là, moi, j'avais encore rien remarqué, hein. Donc là, tu avais déjà accouché pour, Je venais nous mettre d'accoucher. Je venais tu venais d'accoucher. d'accoucher Voilà. et tu as fait la visite des 18 mois du coup quelques jours, Quelques jours semaines après ton après, accouchement? voilà, c'est ç donc je suis allée toute seule avec lui chez le médecin. Mon mari a gardé le bébé. Donc pour moi, la visite se passait normalement, hein et puis à un moment, je me suis assise, elle avait regardé, mon fils pendant un petit moment et puis elle m'a dit, «Est-ce que votre fils, il vous regarde, dans les yeux?» Je lui ai dit: «Bah, oui», elle m'a dit: «Est-ce qu'il pointe du doigt?» J'ai dit: «Non, il a jamais pointé du doigt» et elle m'a posé d'autres questions comme ça. C'était quoi les autres questions? Est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il dit beaucoup de mots? Est-ce que vous êtes, quand vous allez au parc, est-ce qu'il joue avec les autres enfants? Hem, Comment il est avec votre famille? Est-ce qu'il répond à son prénom? Plein de questions comme ça. Quand vous l'appelez, est-ce qu'il tourne la tête? Et c'était toujours non, les réponses? Pas toujours, mais je me souviens par exemple, elle disait, comment il réagit le soir quand son papa il rentre du travail? Je disais: «Bah, il a pas vraiment de réaction, il a pas vraiment de sourire, il regarde son papa, c'est tout» et là dans ma tête, je me suis dit: «Oui, c'est vrai qu'il fait pas un grand sourire quand son papa il rentre du travail et tout», mais pour moi, voilà, j'avais pas ça m'avait pas fait tilt. Mais et quand elle me posait des questions là, vraiment je comprenais pas, pourquoi elle me posait toutes ces questions-là. OK, tu Vraiment. répondais normalement comme si Ouais, je c'était répondais des normalement. Par questions exemple, form quand elle m'a dit: «Est-ce qu'il pointe du doigt?» Ça, c'est un fort signe d'autisme, un enfant qui pointe pas du doigt. Mais je le savais pas à l'époque. Mais elle m'a dit: «Est-ce qu'il pointe du doigt?» Et il avait 18 mois, il avait absolument jamais pointé du doigt. Donc pointer les objets, en posant des questions: «C'est quoi ça maman? C'est quoi ça maman?» Ma petite fille que j'ai eue après, elle le faisait tout le temps dès ses 1 an. Lui, à 18 mois, il l'avait jamais fait, pas une seule fois. Ou pointer une image dans un livre pour demander, que le parent, il dise le mot de l'image. Il l'avait jamais fait, pas une seule fois. Mais moi, je savais pas à l'époque qu'un enfant à cet âge-là devait faire ça normalement. Vraiment, je savais pas, hein, j'étais vraiment, la 1re fois que j'étais maman, voilà, je me rendais pas compte et aussi elle m'a dit: «Est-ce qu'il parle?» Et c'est vrai qu'il avait parlé à partir d'1 an, il avait commencé à dire des mots, mais là à 18 mois, il disait plus de mots. Il faisait que des da da da, di di di, des suites de sons comme ça. Mais pour moi, je j'avais rien remarqué non plus. Maintenant, je me rends compte aujourd'hui que j'aurais dû remarquer quand même, mais à l'époque, non, vraiment. À Non, l'époque mais c'était ton premier et c'est pas facile aussi. Et puis personne autour de toi t'a non plus mis la puce à l'oreille, donc voilà. c'est encore moins facile de se rendre compte, je trouve. Et elle m'a dit: «Est-ce qu'il parle?» Donc j'ai dit: «Il a parlé, mais là, en ce moment, il parle plus». Et je lui ai dit: «C'est» pour moi, dans ma tête, c'était une phase, il allait reparler. C'est ça, tu étais toujours, à répondre naïvement aux questions, Je quoi. répondais naïvement à toutes ces questions. Et elle m'a dit aussi, «Est-ce qu'il montre ses émotions sur son visage quand il est triste, quand il est heureux?» Voilà, elle me posait des questions de ce genre. Et donc je répondais à ces questions et je voyais pas du tout où elle voulait en venir. Je me dis: «C'est bizarre quand même qu'elle me pose toutes ces questions» et à un moment, elle m'a fait un questionnaire. C'est un questionnaire qu'on fait aux 18 mois de l'enfant, pour savoir, s'il y a des signes d'autisme. Mais elle m'a fait le questionnaire sans me dire que c'était ce questionnaire-là, hein. Ouais, Donc elle ouais. a commencé à me poser des questions, donc j'ai répondu. Puis à la fin, je lui ai dit: «Mais pourquoi vous me posez toutes ces questions? Ça m'inquiète un petit peu» et je voyais qu'elle voulait pas trop me répondre. Elle a dit: «Écoutez, il faudrait que vous alliez voir un neuropsychologue avec Emilio, pour qu'il lui fasse des examens». Je dis: «Mais pourquoi un neuropsychologue?» Moi, j'avais jamais entendu ce mot déjà, je savais même pas ce que c'était un neuropsychologue et après quand même, au bout d'un moment, elle l'a lâché. Elle a dit: il y a des petits signes quand même qui me font penser à l'autisme». Et là, c'est comme si la foudre m'avait foudroyée sur place, vraiment. C'est comme si la foudre m'avait frappée sur place. Autisme.
Pour moi, autisme, depuis toute petite, j'avais l'image dans la tête, de personnes qui se tenaient la tête, qui se balançaient toute la journée, qui se tapaient la tête contre les murs, des gens qui pouvaient pas communiquer. C'était ça pour moi l'autisme. C'était quelque chose de gravissime. On parlait pas d'autisme. Enfin, en tout cas, autour de moi, on n'en parlait pas. J'en avais jamais entendu parler. J'avais vu dans des films des gens qui étaient autistes. C'était à chaque fois des cas, dramatiques qui étaient dans des hôpitaux psychiatriques. Autistes. Et puis moi, mon fils, je le voyais, marcher, rigoler, dire des petits mots et tout ça, pour moi, c'était pas ça l'autisme. Je lui ai dit: «Autiste? Mais c'est pas possible!» Enfin, vraiment, hein, j'ai eu vraiment eu un énorme c'est le plus gros choc de ma vie, hein, franchement. Un choc énormissime et heureusement que j'étais assise ce jour-là, hein et elle m'a dit, bah, par exemple, le fait qu'il pointe pas du doigt, ça, c'est un gros signe, d'autisme et la régression, le fait qu'il ait parlé, qu'il ne parle plus, c'est un fort signe, d'autisme aussi. Donc je suis sortie du cabinet vraiment choquée avec l'adresse d'un neuropsychologue mais je la croyais pas, hein. Franchement, en sortant, je me suis dit: «Elle s'est trompée», hein, j'en ai parlé à mon mari quand je suis rentrée et il m'a dit: «Mais elle est folle celle-là, Il m'a dit: «C'est à la mode en ce moment, t'inquiète pas, on dit que tout le monde est autiste, voilà, ou TDAH ou on trouve tout le temps quelque chose à un enfant ou HPI», tous ces termes-là et il a dit: «Voilà, elle, c'est Là, pour ça». tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 30 ans, 31 ans, je venais d'avoir 31 ans. D'accord. OK, donc c'était en 2020, c'est ça? En 2021, ma fille venait de Ouais, naître. on commençait un petit peu à parler en effet de tous ces troubles en neurodivergence, ouais. Exactement. Donc attention, là, j'en parle, il y a pas de critique ou de quand Non, 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 mais c'est super intéressant. Au contraire, tu reprennes les termes de ton conjoint parce qu'il y a voilà, énormément de gens qui ont ces propos-là. parce qu'il faut faire attention. Moi, en tant que maman d'enfant autiste, beaucoup de mots peuvent blesser, donc je fais vraiment attention à ce que je dis. Moi-même, j'ai été blessée beaucoup. C'est la perception qu'on avait à l'époque. Voilà, mon mari m'a dit: «C'est à la mode en ce moment». Mais et puis aussi dans votre entourage, il y avait pas du tout de Ah non, personnes atteintes. personne! Donc du coup, c'était impossible de le connaître autrement qu'à travers ce que les médias, transmettent, quoi. Voilà et puis comme je l'ai dit, maintenant que je vis en Irlande, je vois la différence. À l'école, j'ai jamais été à l'école avec quelqu'un d'autiste, une personne autiste. Jamais, jamais, jamais. J'en avais jamais vu des personnes autistes, peut-être que j'en ai vu sans le savoir, mais j'en ai jamais côtoyé en tout cas. Mmh. Donc vas-y, continue. Donc tu reviens à la maison, il Donc te je dit: reviens à la «T'inquiète maison pas». sous le choc, il me dit: «M'inquiète pas», j'en ai parlé à ma sœur, je l'ai appelé tout de suite, elle m'a dit: «Mais n'importe quoi, Emilio il est pas autiste». Je l'ai encore emmené au manège hier, au carrousel, il était super content, il rigolait. «Non, non, écoute pas ce médecin, il est pas autiste». Donc ça m'a quand même rassurée sur le moment. Sur le moment, Et tu as regardé un peu sur internet? pas tout de suite. J'ai attendu quelques jours quand même de digérer, ce qu'elle m'a dit. J'ai essayé de plus y penser en fait, je voulais m'accrocher, vraiment me raccrocher à ce que mon conjoint et ma sœur me disaient, qu'il n'était pas autiste du tout. J'en ai parlé aussi à des copines, elles m'ont dit: «Mais n'importe quoi, ton fils il n'est pas autiste, c'est pas ça l'autisme». Mais en fait, c'est normal parce que la vision que mes proches avaient de l'autisme, c'était la même vision que moi. Quelqu'un qui se balance toute la journée, qui se tape contre les murs, qui a un casque parce que sinon il va s'exploser la tête contre les murs. Dans mon entourage, on voyait tous l'autisme comme ça. Donc c'est normal qu'ils me disaient: «Ton fils, il est pas autiste». Il était pas comme Oui, ça. parce qu'il était pas comme l'image que vous Comme le aviez de cette stéréotype qu'on avait. Parce que c'est le stéréotype qu'on avait nous, mais c'est pas ça du tout l'autisme, en fait, j'ai découvert après. Donc tout le monde me dit: «Il est pas autiste ton fils». Donc je me suis raccrochée vraiment à tout ça. Et Est-ce puis que au tu as bout quand même contacté le psychologue, le neuropsychologue, non, je l'ai pas contacté au début. Après, j'ai commencé à faire des recherches sur internet, effectivement. J'ai regardé, sur internet, bah, qu'est-ce que mon fils était censé faire à son âge, à 18 mois, à 19 bah, là, il devait avoir 19 mois, 19 mois, 20 mois et puis je commençais à l'observer de plus en plus et après à la fin, je faisais que ça toute la journée, observer tout ce qu'il faisait et je commençais à me rendre compte, bah, qu'effectivement, il pointait pas du doigt. Alors j'essayais de le faire pointer du doigt, j'essayais de le faire parler. Je disais: «Dis maman, dis papa, tu sais le dire, tu l'as déjà dit, redis-le». J'essayais de lui faire dire des mots. Le soir quand son papa rentrait du travail, je lui disais: «Souris, regarde, papa est rentré du travail» et puis ça marchait pas. J'ai observé aussi là, j'en ai vraiment pris conscience. Là aussi, ça m'a frappée, qu'il ne regardait jamais dans les yeux quand on lui parlait. Il regardait jamais dans les yeux et ça, ça, tu je avais pas pense, remarqué? j'avais jamais remarqué et je pense que c'était depuis un moment ça. Sauf quand il était Mmh. bébé, je te dis jusqu'à 1 an, on le voit sur les photos, hein, il regardait bien dans les yeux et tout, mais il a commencé maintenant je me rends compte, hein, à partir de 1 an, il a commencé à régresser. Là, on le voit bien sur les photos, hein, il regarde plus l'objectif, il sourit plus,
C'est frappant vraiment, hein. Tu prends une photo de lui bébé, il sourit, il a un grand sourire, il regarde bien l'objectif de la caméra. Même j'ai des vidéos où il parle, il dit des petits mots, il rigole et tout. Et à partir de 1 an, c'est un autre enfant. Il a le visage figé, plus aucune émotion sur le visage. Il regarde pas l'objectif. Donc j'ai commencé à voir, les signes en fait, à l'observer et à voir les signes et à me dire: «Mais oui en fait». Je l'appelais Emilio, il tournait pas la tête. Mon enfant ne tournait pas la tête vers moi quand je l'appelais et c'était comme ça déjà depuis longtemps, mais je ne voulais pas le voir, je pense. Soit je voulais Oui et pas le puis tu voir, hein connaissais pas non plus les symptômes. exactement. C'est pas que je voulais pas le voir, c'est que vraiment je connaissais pas et autisme, bah, c'était pas dans mon quotidien ce mot-là. Enfin Ouais. vraiment, voilà, c'était Mmh. loin de ma réalité. J'étais pas du tout Ouais. sensibilisée. Et alors quand tu as commencé à le voir? Quand j'ai commencé à voir les signes, bah, je voulais toujours être dans le déni. Je me disais: «Bon», j'en parlais à mon mari, à ma sœur, à des amies, des mamans plus âgées que moi qui avaient déjà des enfants adultes. Elles me disaient: «Mais chaque enfant se développe à son rythme, ça va venir, t'inquiète pas. Il va se mettre à pointer du doigt, il va se mettre à te regarder dans les yeux, c'est rien. Oh moi l'autre jour quand je suis venue chez toi, il m'a regardé dans les yeux ton fils. Mais non, tu te fais des films». Tout le monde me disait encore ça, hein, tout le monde. Donc moi je voulais vraiment croire ce que les gens me disaient. Mais quand on est maman, on sent au fond de nous, là, je commençais à voir vraiment, j'avais ouvert les yeux qu'il y avait quelque chose qui collait pas. Je commençais vraiment à le voir. Mais je voulais toujours pas aller consulter de spécialistes. Je voulais vraiment me raccrocher à ce que les gens me disaient. Ça a duré combien de temps, cette phase de un peu de déni finalement? Où Bah, ça a duré tu bien 6 mois quand même, hein. Bien 6 ah ouais. mois. Ouais. Et en attendant, la médecin qui t'avait un petit peu alertée, elle a pas tu l'as revue pour, des Bah, non, je vaccins l'ai pas ou revu autre? parce qu'alors, en fait, après, je t'explique, on est parti. Mon mari, il a une mission dans le sud de la France, à Cannes. Donc là, mon fils, quand il a eu 18 mois, c'était en août. Fin décembre, on est parti dans le sud pour 3 mois à Cannes pour son travail. Donc là, on a vu d'autres médecins et moi, ça m'arrangeait bien franchement, je vais te dire la vérité. Parce que je me disais comme ça, elle il va avoir une nouvelle médecin, elle va plus me parler d'autisme, elle va me dire que mon garçon, il est normal et tout ça et c'est ce qui s'est passé en fait. On a vu un pédiatre là-bas. J'ai voulu aller voir un pédiatre. Vraiment un médecin spécialiste dans l'enfance, tu vois? Un pédiatre, pas un neuropsychiatre que j'aurais dû aller voir, un neuropsychologue ou peut-être que c'est un neuropédiatre maintenant, je suis plus sûre du terme, ce qu'elle m'avait dit le médecin. Je crois que c'est neuropédiatre finalement. Bref, je suis allée voir, un pédiatre et je lui ai dit: «Voilà, mon fils, il a 2 ans», donc il venait d'avoir 2 ans. J'ai dit: «Voilà, on m'a dit qu'il y avait ces signes-là, ça faisait des 18 mois qu'il était probablement autiste» et le médecin, il l'a regardé, il l'a examiné et là, mon fils, il lui a dit: «Arrête!» à un moment, il a dit un mot, tu vois? Parce qu'il parlait plus à cette époque. Donc moi, j'étais contente, mon fils, il a dit un mot et le médecin, il m'a dit: «Bah, écoutez, là, il a que 2 ans, moi, franchement, je pense qu'il manque d'interaction sociale, faut juste le mettre à la crèche et vous allez voir, il va développer, tout plein d'acquis. Chaque enfant se développe différemment». Tu avais dit qu'on t'avait alerté un petit peu sur Ah oui, je les lui ai dit, symptômes je lui de ai dit, je lui ai dit, ah tout ouais à fait. d'accord, donc Moi il a contre-proposé le dia enfin il a un peu renié le C'était diagnostic. un vieux pédiatre. Alors je veux pas dire que les pédiatres en fin de carrière, ils sont Ils tous, sont peut-être moins formés quand même sur la peut-être question. qu'ils sont moins formés, mais il doit y en avoir des très bien aussi. Je suis pas dans la Oui, oui, critique moi, je parle certainement, juste de mon certainement. expérience, hein. Mais en tout cas celui-là, il m'a dit: «Vous le mettez à la crèche et vous allez voir, il va en développant les interactions sociales et ben, il va parler, il va pointer du doigt, vous inquiétez pas». Là, tu devais être contente, non? Ah j'étais contente. Je suis rentrée, je l'ai dit à mon mari. Ah j'étais sur un petit nuage, vraiment, j'étais soulagée. Mais ça a Mmh. pas duré longtemps parce que Ouais, c'était temporaire. les signes, je les voyais quand même de plus en plus, surtout que ma petite fille, là, elle commençait à avoir 5, 6 mois et parce que finalement, je t'ai dit jusqu'à 1 an, il s'est développé, normalement, mais il y avait quand même des petits trucs quand même, dès sa naissance qui étaient là. Par exemple, bah, quand le papa rentre du travail, je reprends cet exemple à chaque fois parce que pour moi, il est frappant. Quand le papa rentrait du travail, ma petite, fille, qui était bébé, qui avait 5, 6 mois, elle souriait, elle tendait les bras, elle rigolait. Ça, mon fils, il l'a jamais fait. Il restait toujours de marbre quand son papa restait du travail, même à l'âge de 5, 6 mois. Alors OK, à l'époque, il regardait dans les yeux, il parlait un petit peu, il rigolait, mais il y a des trucs quand même, ça, au niveau de montrer ses émotions, ça a toujours été quelque chose qui était présent. Il montrait pas ses émotions depuis qu'il était bébé. Ça, je m'en suis rendu compte après coup, hein. Si autre chose, c'est que mon fils, quand il a eu 2 ans, là, il a eu des symptômes qui ont commencé à apparaître, qui étaient pas présents avant. Il a commencé à passer des heures allongé par terre. Il restait allongé par terre et il voulait pas se lever, il voulait rien faire. Il a commencé à faire des crises aussi. Des crises où il se tapait la tête, où il pleurait, des pleurs inconsolables. Et moi, j'ai toujours été une maman, tu sais, je t'ai dit, je l'ai gardé dans mes bras pendant 1 an, à lui faire beaucoup de câlins, à être toute douce, je lui ai jamais crié dessus. J'essayais de le calmer, de le consoler, ça marchait pas. Et j'ai commencé à avoir peur vraiment, quand j'ai vu qu'il restait allongé des heures par terre et tout.
Là, j'étais plus là, il y a un jour, je me suis dit: «Il faut affronter la réalité en face, il est autiste. Il est autiste». Je l'ai dit à mon mari, mais par contre, lui, mon mari, il est resté dans le déni, hein, encore plus longtemps que moi Il le et voyait moins en journée aussi, donc il y a peut-être voilà, il le certaines voyait choses moins en journée. que ça l'arrangeait de pas voir parce que pareil que toi, ça il était peut-être pas prêt. Mais après, il y a un jour quand même où il a dû se rendre un peu à l'évidence. Il a commencé à ne plus vouloir manger certains aliments et plus manger avec une cuillère. Parce qu'il y a un moment, il mangeait avec une cuillère, il commençait comme tous les enfants avec une fourchette. Et là, non, il voulait manger plus qu'avec les mains et il est devenu très, très sélectif. Et il voulait manger plus que du jambon et de la feta, je me souviens. Il mangeait plus que ces 2 trucs-là. Mais c'était impossible de lui faire manger le reste. Et je me souviens, mon mari, bah, il en parlait aussi à sa mère, on en parlait aux gens autour de nous. Et les gens nous disaient: «Bah, c'est simple, il suffit de rien lui donner à manger, vous inquiétez pas, quand il aura faim, il va manger». Alors moi, je pouvais pas faire ça. Moi, je sentais, dans mon cœur de maman qu'il y avait quelque chose, que ça il suffisait pas de le priver de manger un repas pour qu'il mange. Je le sentais et j'ai jamais accepté de faire ça. Jamais, jamais et je suis con heureusement aujourd'hui, je l'ai pas fait. Mais un jour, je Mmh. me souviens, on est allé passer, quelques jours, chez une amie à mon mari avec nos enfants. Elle avait aussi un enfant de l'âge de notre fils et là-bas, il y avait pas à manger son jambon et sa feta et ben, il a rien mangé du tout pendant plusieurs jours et je l'allaitais encore parce que je l'ai allaité très tard. Il buvait que mon lait. Il voulait rien manger d'autre, rien du tout et à l'époque, je savais pas que c'était une question de texture qui le dérangeait, tout ça. J'avais vraiment aucune formation sur l'autisme, hein, aucune sensibilisation. Mais donc là, vraiment, à cette époque-là, c'est là, c'est quelques jours où mon fils n'a rien mangé, où mon mari s'est dit: «Bah, oui, il y a peut-être un problème, en fait» et je lui ai montré Mmh. sur internet tout ce que moi j'avais trouvé sur l'autisme, parce que ça faisait quelques mois que je me renseignais, du coup. Ouais. Il a lu tout ça et il a dit: «Bah, écoute, oui, d'accord, peut-être qu'il est autiste, mais qu'est-ce qu'on peut faire?» Et là, on s'est dit: «Oui, en France, qu'est-ce qu'on peut faire?» Mais là, vous aviez toujours pas consulté le neuropsychiatre? On n'avait toujours pas consulté, voilà, une neuropsychologue. D'accord. Donc on en a appelé, on a décidé d'en appeler quelques-uns et il y avait des mois et des mois d'attente pour avoir un rendez-vous. C'était vraiment, le parcours du combattant. Donc on savait pas quoi faire en attendant d'avoir ce rendez-vous. On savait pas où aller. Notre fils, il avait pas l'âge encore d'aller à l'école et tout ça et on a revu, comme tu dis, un médecin après, à part le pédiatre, on a revu un médecin généraliste pour ses vaccins. Tu sais, il y a des visites, sa visite des 2 ans et tout ça. Et là, le médecin, je lui ai dit: «Bah, écoutez, après avoir vu le pédiatre, on a été revoir un médecin». Je lui ai dit: «On m'avait parlé de sa visite des juments, on m'a parlé de l'autisme». Le pédiatre, il a fait des essais, il a appelé mon fils par son prénom. Mon fils, il restait concentré dans son jeu. À aucun moment, il a levé la tête. Pas le pédiatre, le médecin là, on était chez le médecin, pardon, je me trompe. Et il m'a dit: «Bah, oui, votre fils, il est probablement autiste, et ça va être très dur pour lui. Il ira probablement pas à l'école». Mais attends, il t'a dit ça, dans la même consultation? Oui, dans la même consultation. Ouais, oui, oui, il m'a dit ça. Il m'a dit, «Il est autiste et ça va être très dur pour lui, parce que» Ah ouais, d'accord, donc en plus de te poser le diagnostic définitif, il te dessine le reste de sa vie, quoi? voilà, c'est ça. Il me dit: «Il ira probablement pas à l'école et ça va être très compliqué pour lui» et donc lui, il m'a dit, qu'il fallait aller voir un neuropsychologue. Donc là, moi, j'étais vraiment dévastée, mais vraiment à un point qu'on peut pas s'imaginer. Enfin, pendant des mois, j'en ai pas dormi, hein, des semaines. Je pouvais plus dormir, je pouvais plus manger. J'étais obsédée par regarder mon fils, par regarder les signes et puis après, là, j'avance un petit peu, mais plus ma fille grandissait, la deuxième, plus je voyais la différence de développement entre les 2 et plus j'étais obligée de me rendre compte que lui se développait pas comme elle. Parce que ça se voit pas trop quand ils sont bébés, mais quand ils grandissent, c'est là que ça se voit de plus en plus. Et puis, là, tu peux comparer parce qu'ils avaient la même stimulation, le même environnement, parce qu'on te Exactement, dit: «Il faut le mettre à la crèche», alors que voilà, ta fille, elle est élevée de la même manière que ton fils et tu vois bien que ça ne change rien. exactement. Moi, je ne travaillais pas, donc ma fille restait tout le temps avec moi aussi. Il y avait pas de changement. Mon fils aussi, il pouvait pas acquérir la propreté. Donc comme c'était le premier, au début, je me disais: «Il va mettre du temps». Mais non, c'était impossible de lui apprendre à aller sur le pot, impossible. Et voilà, il y avait des choses comme ça, mais c'est surtout quand il a commencé à passer des heures allongé par terre que j'ai vraiment eu le déclic. Je me suis vraiment dit: «Là, il y a un problème» et donc on était dans cette période où il fallait qu'on aille voir un psychologue, où le médecin m'avait dit qu'il irait probablement jamais à l'école. J'ai commencé à me renseigner sur internet. Effectivement, j'ai vu qu'il y avait rien de mis en place à l'école, hein, pour les autistes. J'ai regardé des reportages en France
où il disait que les enfants, autistes à l'école, ils avaient des ce qui s'appelle des AESH pour les accompagner, mais il y avait très peu de choses mises en place concrètement en France. Je préfère pas trop parler de ce point-là parce que du coup, je connais pas trop ce qui est mis en place en France. Je sais qu'il y a pas grand-chose. En tout cas, ce que tu as vu, voilà. Tu t'es renseigné et c'est ce que toi, tu as trouvé. Et puis j'ai D'accord. vu des reportages de parents d'enfants autistes sur internet, beaucoup, qui disaient que leurs enfants n'allaient pas à l'école. J'ai vu des chiffres, 80 des enfants autistes en France ne vont pas à l'école. C'est énorme. Donc moi, j'en faisais des cauchemars la nuit de mon enfant, tu sais, la première rentrée de ton premier enfant, c'est une étape. Puis tu t'en rapprochais quand même, parce que tout ça, ça s'est passé vers ces 2 ans, c'est ça? 2 ans, là, Ouais. voilà, vers ses 2 ans et moi, je savais pas à l'époque, j'ai fait des recherches sur, les s'il y avait des écoles qui pourraient le prendre et tout. Je trouvais rien à l'époque, je ne trouvais rien et un jour, donc on était dans cette période-là, on regardait la télé avec mon mari et là, on a vu un reportage sur la ville de Clonakilty en Irlande. Par hasard? Par hasard, on est tombé là-dessus et j'ai dit: «Ah bah tiens, regarde, ils parlent d'autisme en Irlande», donc on a regardé. Donc Clonakilty, il disait dans ce reportage que c'était une autism friendly town, donc une ville, bienveillante envers les autistes, on va traduire en français et donc il parlait de tous les dispositifs qui étaient mis en place pour les personnes autistes. Donc on voyait, des commerçants qui disaient qu'ils avaient des quiet house, donc des heures calmes durant lesquelles il y avait aucun stimuli. Dans les supermarchés, il y a plusieurs heures par semaine où il y a pas de lumière forte, où il y a pas du tout de musique, où il y a pas d'annonce faite au micro, où il y a pas voilà, pour que les personnes autistes puissent s'y rendre, sans être, dérangées par, les bruits trop forts ou les lumières trop fortes. Parce que ça maintenant avec du recul aussi, je me suis rendu compte que mon petit garçon, depuis bébé, il supportait pas dans les magasins les néons, les lumières des néons, ça le faisait pleurer, il supportait pas ces lumières-là. Et on a vu aussi qu'il y avait un parc sensoriel. Donc un parc sensoriel, c'est une aire de jeu avec plein de jeux qui sont adaptés à l'autisme. Donc des jeux qui font de la musique quand tu les touches, des jeux avec des textures différentes, des trampolines qui sont enterrés dans le sol, qu'il y ait pas d'accident, mais sur lesquels tu peux sauter. Des jeux qu'on peut pas imaginer parce qu'on en a jamais vu en France, en fait. Moi, j'avais jamais vu ça. Je vois ça à la télé et ils disent aussi qu'ils montraient les écoles. Ils disaient que tous les enfants autistes, de la commune, parce qu'il là, ils parlaient que de cette commune-là, allaient à l'école. Ils montraient les aménagements qui étaient faits, qu'il y avait des classes spéciales pour les enfants autistes et en vrai, des enfants autistes qui ne parlaient pas, qui disaient pas un mot et qui étaient à l'école. Moi, je me suis dit: «Mais» parce que vraiment l'école, c'était quelque chose d'important pour moi. Je voulais que mon fils, il aille à l'école, qu'il apprenne des choses, Mmh. qu'il fasse partie de la société. Parce qu'en France, en fait, le problème avec les personnes handicapées, c'est qu'on les résume à leur handicap. On se Mmh. dit pas: «C'est une personne avec ses rêves et ses espoirs et ses projets» et moi, mon petit garçon, je voulais pas qu'on le résume à son autisme. Je voulais qu'on le résume à Emilio. Emilio qui adore l'espace, Emilio qui adore les chiffres et les lettres, Emilio qui adore jouer, qui adore sauter, voilà. Non, en France, on va dire Emilio l'autiste et c'est ça qui me dérangeait beaucoup, dont j'avais déjà pris conscience et donc en voyant j'ai dit à mon mari: «Mais regarde tout ce qu'ils font là-bas, c'est fou, c'est Là, ça t'a complètement dingue». redonné un peu d'espoir, non? Bah, ça m'a redonné un peu d'espoir. Je me suis dit: «Mais regarde, il y a un endroit, moi, dans le monde», à l'époque, je me suis dit en voyant le reportage que Mmh. c'était que cette ville-là. Pour moi, c'était pas tout le pays, c'était que cette ville-là. Je pensais que c'était un programme pilote, tu vois? Parce que comme moi, j'entendais pas commencer à parler d'autisme en France à l'époque, en Ouais. 2020-2021, d'inclusion. On commençait à parler du mot inclusion, je me souviens et ben, je pensais qu'ils faisaient un programme pilote en Irlande là-dessus, dans cette ville-là. Et que ça allait être, étendu si ça marchait bien. Donc j'ai dit: «Mais regarde, il faut qu'on aille à Clonakilty». Donc j'ai commencé à regarder sur internet Clonakilty, Mmh. l'autisme là-bas. J'ai vu que les Autism Friendly Town, c'était partout en Irlande et j'ai vu qu'en fait, dans les années 70, c'était comme en France, la prise en charge de l'autisme en Irlande, c'est-à-dire inexistante. Et il y a un homme qui s'est dit: «Il faut que ça change, il faut mettre en place des choses». Il s'est battu et c'est à partir des années 70 et cet homme-là, qu'il y a eu plein d'avancées faites au niveau de l'autisme en Irlande. Tous les enfants autistes vont à l'école, tous, sans exception, même ceux qui sont non-verbales, même ceux qui portent des couches, comme mon fils et j'insiste pour lui dire parce qu'il faut pas que ce soit un tabou. En France, c'est des choses tabous. Les gens qui ont des enfants, en couche à 6 ans, ils osent pas le dire. Mais moi, j'ai pas honte de le dire parce qu'ici en Irlande, c'est pas une honte, au contraire. Et donc j'ai vu, sur, internet en faisant mes recherches que tous les enfants autistes allaient à l'école, qu'ils avaient des enseignants formés que ces enseignants-là allaient dans une école pendant 2 ans pour apprendre ce que c'était que l'autisme, comment fonctionnait
les personnes autistes, pourquoi elles avaient certaines réactions et cetera et cetera. Que, donc le dispositif des heures calmes, c'était dans tous les magasins en Irlande, que dans les bibliothèques, il y avait des casques à disposition pour les enfants, autistes dans les bibliothèques et les lieux publics, hein. Les parcs de jeux intérieurs, il y a beaucoup de parcs de jeux intérieurs ici, les salles de concert, partout. Qu'il y avait des salles sensorielles partout, dans les aéroports, dans les gares, dans plein d'endroits. Enfin, j'ai vu en faisant des recherches que c'était vraiment un pays où l'inclusion fonctionne. Parce que là, je parle de l'autisme, parce qu'à l'époque, je me renseignais Oui. que sur l'autisme. Mais c'est pour tous les handicaps, c'est pas que Mmh. l'autisme. C'est qu'en Irlande, les personnes handicapées sont au centre de la société. Donc tu as vu ce reportage qui a un peu bouleversé ta vision de son avenir? Exactement, je me suis dit: «Mais il y a une ville dans le monde où il pourra, aller à l'école, il pourra aller jouer au parc, où on pourra aller dans les supermarchés avec lui et où il y aura certainement des professionnels, des thérapeutes qui pourront l'aider». Et donc mon mari, il a regardé, il a dit: «Bah ouais, c'est génial, si on allait en Irlande». Et au début, on s'est dit ça. C'est lui qui directement a dit: «Bah, let's go». C'est lui qui a dit ça, c'est vrai, alors que c'est lui qui était le plus dans le déni. Donc comme ça, dans la conversation, il a dit: «Bah, je vais regarder les offres d'emploi, en Irlande sur LinkedIn». Il a regardé. Et ton mari, à ce moment-là, est-ce qu'il parlait anglais? Oui, donc lui, il travaillait en France, il avait son travail et on parlait anglais tous les 2. Mais on était loin d'être OK. bilingues, hein, attention. Vous parliez à l'occasion des voyages Mais que vous on avez était faits? voilà, c'est ça. On était capable de faire une conversation basique en anglais et en fait, on s'est rendu compte quand il a regardé là, il regardait les offres d'emploi comme ça, hein, parce qu'on Directement, genre, voilà, directement le après avoir vu le lendemain, il s'est reportage. dit: «Bah, je regarde les offres d'emploi». Voilà, c'est ça. On a regardé ensemble et mais on regardait comme ça, sans se dire: «Je vais postuler et Voilà, tout», pour c'était juste pour info. savoir, pour avoir une idée, pour dire: «Bah, tiens, si un jour on essaie d'aller vivre en Irlande, est-ce qu'il y aurait possibilité de trouver du travail?» Et on s'est rendu compte, en fait, en Irlande, personne ne sait ça en France, mais il y a tous les grands sièges des grosses compagnies mondiales. Donc Apple, Amazon, les grands laboratoires pharmaceutiques, eBay, PayPal, tous les sièges Europe, ils sont en Irlande parce que, la fiscalité est très avantageuse pour eux. Il a vu que Apple avait plein d'offres d'emploi pour des postes en français et là, c'était les postes d'Apple qu'il a vus, sur LinkedIn ce jour-là et donc il cherchait, des téléconseillers, on va dire, le mot en français serait ça, technical advisor en anglais, pour le marché français. Donc c'était un job qui se faisait exclusivement en français, mais sur place en Irlande. C'était en lien avec sa profession actuelle ou pas? Alors, pas spécialement parce que lui travaillait dans la banque à l'époque, mais avant de travailler dans la banque, il avait été téléconseiller pendant plusieurs années. Il avait repris ses études D'accord. après plus tard, pour travailler dans la banque aussi, il avait repris un Mmh. BTS, et il était conseiller à l'époque, mais il avait été téléconseiller, donc au téléphone pour plusieurs D'accord. sociétés sur Paris, avant d'être dans la banque. Donc il connaissait le métier, il le connaissait bien, il était très à l'aise au téléphone. OK. Et donc dans l'offre d'emploi, il détaillait un peu le poste. Il disait qu'il recherchait des francophones dont la langue maternelle était le français pour, répondre aux clients français d'Apple qui avaient un problème technique avec leurs appareils Apple, donc leur téléphone, leur tablette, leur watch, leur montre, leurs écouteurs et pour les guider, sur comment, réparer leurs appareils, régler le problème technique tout de suite ou leur indiquer la procédure pour les faire réparer. Mon mari m'a dit: «Allez, je vais postuler, on sait jamais, hein». Donc fallait faire un CV en anglais, donc il a fait, un CV en anglais, c'est la première fois de sa vie, il a regardé sur internet comment faire. Mais vous, c'est quand même action-réaction, quoi? Parce que le lendemain, il regarde les offres et puis limite le surlendemain, il a déjà postulé, quoi. Bah oui, mais tu sais, le fait ça je tiens à le dire quand même parce que tout le monde ne pourra pas faire la même chose que nous, j'en suis consciente. Le fait que nous on n'est pas trop moi j'avais pas de famille, tu vois, par ma sœur et j'avais été habituée à beaucoup bouger en France, lui aussi. Tu vois, lui, il était de Paris, il avait bougé à Saint-Nazaire pour son papa qui était en fin de vie. Après là, on était sur Cannes pendant 3 mois pour son travail. Moi, par ma sœur, j'avais personne, pas de famille, tu vois? Les gens, la plupart des gens, c'est leur famille qui les retient. Votre famille, c'était vous, en fait. Enfin, dans le sens où, voilà, géographiquement, vous étiez relativement libre par Voilà rapport à et ça. puis on avait beaucoup bougé, donc on n'avait pas une attache géographique comme tu dis, tu vois? Et puis moi, j'avais toujours rêvé de m'expatrier aussi depuis toute petite, ça Oui, c'était mon rêve. ça s'intégrait aussi dans un désir. Voilà. Mon conjoint aussi, il avait toujours rêvé, je te dis, on s'est bien trouvé, il avait toujours rêvé aussi de vivre à l'étranger plus tard et donc il a dit: «Bah, je vais faire mon CV, et je vais postuler». Donc il a fait son CV en anglais, il a postulé et puis il a un peu oublié, hein et en fait, quelques jours après, bah, il a été contacté, à sa grande surprise, par, une DRH à Londres qui parlait anglais. Il a été capable de faire le pré-entretien, on va dire, au téléphone en anglais
Et elle lui a dit: «Bah, vous allez avoir un entretien en visio avec, quelqu'un du siège, à Cork en Irlande». Là, on était vraiment contents, hein, quand, il a eu son premier entretien, au téléphone et que ça a débouché avec un entretien, réel avec le siège, à Cork de Apple. On était très contents. On s'est dit: «Bah, ça a marché, tu as postulé, ça a marché». Mais là, vous étiez jamais partis en Irlande? Même pas en Si, vacances? on était partis en vacances quelques jours en 2019, mais c'était avant d'avoir notre fils. Ça avait vraiment rien à voir, hein. Non, mais vous aviez une vague idée du pays, mais bon, vous étiez pas partis dans une optique de se dire: «On va emménager là-bas», À non plus? l'époque, non, on était partis en vacances. Mais au moins, tu vois, on Voilà. était quand même partis, quand il a postulé, on voyait quand même à quoi ça ressemblait l'Irlande. Et ça débloque quand même une petite barrière. Ça rassure quand même un petit peu, tu vois? Et donc, il a eu, l'entretien quelques jours après avec le siège. L'entretien s'est super bien passé et là, il s'est tellement bien passé l'entretien qu'on a commencé à se projeter. On s'est dit: «Bah, écoute, si tu es pris, ce serait génial parce que comme ça, bah, pour Emilio, ce sera parfait. Si tu es pris parce que s'il était pris, il était question de commencer rapidement quand même et nous, tu vois, on s'est pas posé les questions, ça va être dur de déménager avec 2 bébés parce qu'Emilio avait un peu plus de 2 ans et l'autre petite, elle avait, 5-6 mois à l'époque. On n'a pas pensé aux problèmes, logistiques. Là, on était tellement en détresse de se rendre compte que notre fils, il avait effectivement un problème, qu'on pensait qu'à une chose: il faut qu'il soit pris en charge et en plus, pendant l'entretien, mon mari avait quand même posé des questions sur le salaire, sur comment ça se passait si on déménageait. Parce que l'offre d'emploi, elle était faite pour des Français, situés en France. Et donc oui, il y avait ce qu'ils appelaient un relocation package. Donc ils payaient le déménagement vers l'Irlande, ils payaient le billet d'avion pour mon mari, pas pour moi et les enfants, mais les billets d'avion pour l'Irlande, c'est pas très onéreux. Ils payaient quand même le déménagement, ils lui donnaient une petite somme d'argent pour acheter des choses sur place les premiers temps. C'est pas une somme énorme, hein, c'est moins de 2 000 €, c'est quand même une somme. Mmh. Mais voilà, et il nous payait aussi un mois d'hébergement le temps qu'on trouve un logement et on avait aussi une entreprise qui allait nous aider à trouver un logement sur place. Donc on était Ouais, accompagnés. donc ça reste quand même assez rassurant, quoi. Voilà, c'était rassurant et donc on s'est dit: «Bah, si tu au fil des jours, on en a reparlé en attendant la réponse, on continue à faire des recherches sur l'autisme. On s'est dit: «Bah, si tu es prêt, on y va». Comme ça, le but, on s'est dit dans notre tête que lui, il irait travailler et que moi, j'irais tout de suite chercher, des professionnels, pour prendre en charge notre fils, pour le faire diagnostiquer. Parce que pour l'instant, en France, on nous avait dit qu'il était autiste, mais on n'avait pas de diagnostic encore, hein. Oui, mais les délais étaient trop longs. Enfin, vous étiez toujours pas, à la fin de ces fameux délais, quoi. Exactement et sans diagnostic en France, bah, on n'a pas accès à grand chose, tu vois? Voilà, on pouvait pas débloquer les choses. Donc je me suis dit: Si tu as le travail et qui nous accompagne pour déménager en Irlande, bah, c'est plus facile que si on y va demain, sans travail, sans rien, sans accompagnement. Donc là, le travail devait nous aider un petit peu pour s'installer et le but, c'était que lui aille travailler et que moi, j'aille me faire le tour des professionnels de santé pour avoir un diagnostic, pour que notre fils soit pris en charge et pour préparer sa rentrée scolaire qui allait avoir lieu, tu vois, en septembre. Mmh. Et en Mmh. France, il aurait pas pu aller à l'école. On le savait maintenant, ça, on n'était plus dans le déni là-dessus. Il était pas propre, il parlait pas. On savait qu'il pourrait pas être propre d'ici septembre, même s'il restait plusieurs mois, parce que les difficultés étaient trop grosses. Et là, on commençait à avoir le retard à côté des autres enfants. Quand on allait au parc, on voyait que notre fils, il se comportait pas tout à fait comme les autres. Mais on s'était dit aussi, on avait vu sur internet que plus il était pris en charge tôt, plus il ferait des progrès. Donc on s'est dit: «Il faut vite le prendre en charge, donc il faut qu'on se dépêche». Là, moi, j'étais dans l'urgence. C'était une course contre la montre. Exactement, je voulais qu'on le prenne en charge le plus tôt possible, qu'on le diagnostique vite et qu'on le prenne en charge vite. Donc, il a eu la réponse, je sais plus combien de temps après, vraiment, j'ai oublié, mais qui était positive. Donc là, on était fous de joie vraiment. Il y a pas eu une once de peur? Bah, non, parce que vraiment, moi, je pensais surtout à mon fils, tu vois? Ouais. Moi, j'étais dans la course contre la montre, comme tu dis. Je me disais: «Il faut le faire diagnostiquer vite». Là, j'étais déjà dans cette étape-là. Il faut le faire diagnostiquer vite et une fois qu'il aura le diagnostic, il faut vite le faire prendre en charge. À aucun moment, du coup, vous avez, en fait, vous vous êtes vraiment mis en second plan de ce On s'est scénario? mis en second plan, on a pensé qu'à notre fils. Même pas à notre C'est ça? deuxième bébé, parce que maintenant, quand j'y pense, elle avait 9 mois et quand je repense aux premiers jours, je culpabilise un peu parce que on a déraciné ce petit bébé qui avait ses habitudes, tu vois? Et ça a été dur pour elle. Je me souviens, elle pleurait un peu les premiers jours à l'hôtel, elle avait pas ses habitudes et Oui, mais tout. elle était avec sa maman. Tu vois, ça me donne un peu les larmes aux yeux quand j'y repense parce que vraiment, ma petite fille, elle a été courageuse aussi, hein. Ils ont été très courageux les 2, hein. Moi, j'avais juste une inquiétude, c'était le climat. Parce que tu sais, à l'époque, on était partis 3 mois sur Cannes et on avait un soleil magnifique et j'appréciais vraiment ça et je savais qu'en Irlande, c'était pluvieux et c'était la seule inquiétude. Mais je suis passée outre et mon mari aussi.
Donc on a été contactés par l'entreprise qui était censée nous aider à trouver un logement. J'en parle de ça parce que c'est important pour la suite. Le logement, ils nous ont dit qu'on pourrait trouver un logement rapidement sur place et quand on est arrivé sur place, donc on est arrivé à l'hôtel. Apple, nous payait, 1 mois maximum d'hôtel le temps qu'on trouve un logement et nous, on pensait trouver un logement rapidement. On s'est dit: «On va rester une semaine à l'hôtel maximum» et tu sais, l'hôtel avec 2 bébés, c'est un peu compliqué parce qu'il y a pas de cuisine pour faire à manger, on est tous dans une chambre et en fait, quand on arrive en Irlande, on s'est rendu compte qu'il y avait une grave crise du logement. Mais vraiment, on se rend pas compte, on était en France, hein. Dans tout le pays, à l'époque, je me souviens, il y avait des journaux qui titraient ça. Dans tout le pays, il y avait que 1 500 annonces de logements à louer, de la chambre à la maison comprise, dans tout le pays. Donc, il y a des comtés, des comtés entiers, l'équivalent d'un département en France, où il y avait qu'une seule annonce de logement à louer. Donc c'est pour te dire, il y avait Et rien c'était dû à comme logement. quoi? Bah, c'est parce qu'il y a une arrivée massive de gens de toute l'Europe, parce qu'il y a beaucoup de travail en Irlande en ce moment. L'Irlande, c'est devenu le 2e pays le plus riche d'Europe après le Luxembourg, hein. On n'en parle pas en France. Mais c'est OK, un je pays savais pas du tout. économiquement qui est en plein boom. Il y a pas la crise, comme en France ici, hein. On le sent au quotidien. Les gens, ils sont pas tout le temps en train de se dire: «J'ai pas d'argent, j'ai pas de sous». Dans tous les restaurants, dans tous les commerces, les gens laissent des gros pourboires ingénéreux. Les gens ont de l'argent, les salaires sont beaucoup plus élevés qu'en France. Le SMIC est à 2 000 € en Irlande. On le sait pas en France, hein. Et par rapport au niveau de vie, ça offre un niveau de vie largement supérieur? Parce que le SMIC est à 2 000 €, mais est-ce que le reste des Les prix de la nourriture et tout ça, c'est à peu près comme en France, donc c'est bien, mais c'est vraiment le logement le problème. Les loyers, par contre, ils sont hors de prix. À Cork, une maison en ce moment, donc à Cork, l'endroit où travaille mon mari, une maison 3 chambres, c'est 2 500 € par mois le loyer, pour se rendre compte, hein. C'est les prix moyens et non seulement c'est cher, mais en plus il y a rien à louer. Tous les collègues de mon mari, donc en général, c'est des gens qui ont plus la vingtaine, tous ses collègues, tous en colocation. Personne n'a réussi à se louer un appartement. Donc on est arrivé à l'hôtel, comme une fleur, on est arrivé, on s'est dit: «On va trouver un logement rapidement» et même l'entreprise qui était censée nous trouver un logement, elle a pas réussi à nous trouver de logement. On est resté 2 mois à l'hôtel finalement et c'était très dur parce que l'hôtel, il était vraiment loin de la ville. Mon mari, il partait toute la journée au travail et moi, j'étais toute seule avec les 2 petits et j'avais pas de voiture. Donc on restait dans l'hôtel toute la journée, on marchait autour de l'hôtel pour se balader un petit peu avec la poussette, mais je pouvais rien faire quoi, je pouvais pas bouger, on était loin de tout et en plus on trouvait pas de logement donc moi je commençais vraiment à avoir peur. Je me disais: «Mais si on trouve pas de logement, on va devoir rentrer en France et tout ce qu'on a fait, ça aurait été pour rien et Emilio machin» et là, je pouvais pas encore aller voir des professionnels de santé parce que je te dis, l'hôtel, il était loin de tout, on n'avait pas de voiture. Mon mari partait en bus le matin, il devait marcher loin pour aller à l'arrêt de bus et finalement, un miracle, on a réussi à trouver un logement par nous-mêmes au bout de 2 mois. Donc voilà, on mais très loin du travail, hein, c'est à plus d'1 heure du travail et heureusement, il travaille une partie de la semaine depuis la maison et il va qu'1 journée par semaine au siège. Des fois 2 jours, ça dépend des semaines, mais la plupart du temps, il travaille depuis la maison, donc c'est très bien. Et donc quand on a trouvé notre logement, là, je me suis dit: «Il faut maintenant qu'on s'occupe d'Emilio» et je savais pas du tout où aller, pour le faire diagnostiquer, qui aller voir, à qui parler. Puis je parlais pas anglais bien couramment encore en plus, hein, donc c'était un peu compliqué. Donc je me suis dit: «Bah, on va aller voir un médecin généraliste déjà, hein, première chose à faire» et je lui ai dit: «Voilà, mon fils, il a 2 ans et demi et en France, il y a une suspicion d'autisme sur lui» et donc là, tout de suite, lui, il a su quoi faire, il a rempli un formulaire, il a dit: «Je vais le envoyer à l'hôpital, le plus proche, de chez vous. Primary Care Center, ça s'appelle, c'est des hôpitaux locaux qu'il y a dans toutes les villes» et donc il a envoyé un formulaire avec, les informations sur mon fils et il a dit: «Vous serez contacté directement, vous avez rien à faire en attendant». Donc moi, j'ai attendu, d'être contactée, le contact, ne venait pas, donc je les ai relancés et une fois que je les ai relancés, bah là, ça a été très vite. On a d'abord été reçus par une speech and language therapist, ça s'appelle. Donc speech and language therapist, c'est l'équivalent d'orthophoniste en France. Mais le métier n'a rien à voir parce qu'ils travaillent pas du tout comme les orthophonistes. Eux, en fait, quand on est arrivé voir la dame, on est arrivé avec notre fils. Elle s'est mise au sol avec lui, il y avait plein de jouets et elle a joué avec lui. Ça s'appelle la play therapy, la thérapie par le jeu. Ils jouent Mmh. avec eux et il y a des mots qui viennent en jouant. Enfin, c'est vraiment beau à voir, hein, ça marche vraiment bien. Et donc Mmh. ce jour-là, elle a joué avec mon fils. Elle l'a observé et tout. Elle nous a dit: «Effectivement, votre fils, il est autiste, c'est sûr». Donc là, nous, on était quand même plus ou moins préparés, tu vois? On avait des mois Ouais, derrière nous, ouais, on s'était mis ouais. en condition. Donc là, je l'ai pas trop mal vécu l'annonce, au contraire, j'étais Non, soulagée tu étais qu'enfin prête. enfin, voilà, j'étais prête à recevoir, le diagnostic. Je me suis dit: «Enfin, là, elle va nous dire ce qu'il faut faire pour notre fils concrètement». Donc Ouais. effectivement, elle nous a dit ce qu'il faut faire. Elle a dit: «D'abord, il faut être diagnostiqué».
Mais je fais une petite parenthèse parce que c'est un contraste énorme avec ce fameux médecin généraliste qui t'avait dit: «Votre fils est autiste, ça va être compliqué». Voilà, exactement, c'est un contraste énorme parce qu'elle déjà c'était une femme toute douce, bienveillante, qui lui a fait des câlins en plus parce que mon fils il est allé sur ses genoux, il lui a fait des câlins. En France, tu sais, les médecins pour moi, bon, ils sont peut-être pas tous comme ça, mais ceux que j'ai rencontrés, ils sont un peu froids, ils restent à distance de l'enfant. Oui. Elle, très douce et elle a joué avec lui, elle l'a fait rigoler, elle l'a fait sourire. Heu, C'était tellement bienveillant, tu vois? Ça c'est vrai, ça nous a fait du bien ce 1er contact avec le monde qui allait être le monde de mon fils et notre monde, du coup, le monde de l'autisme, tu vois? Là, on rentrait vraiment plein dedans. C'était un contact bienveillant, en douceur et elle a pris tout son temps pour nous expliquer comment ça allait être. Que d'abord, il y aurait le diagnostic, qu'après le diagnostic, il y aurait mise en place, que même avant le diagnostic, il allait déjà, c'est ça qui est bien en Irlande, c'est que quand il y a une suspicion d'autisme, les enfants, ils peuvent déjà commencer la thérapie, ils peuvent déjà commencer à aller à l'école, même avant d'avoir le diagnostic, parce que des fois, ça met du temps d'avoir une place pour avoir un diagnostic. Donc elle a dit: «Là, on peut déjà mettre en place tout de suite la thérapie. On va prendre rendez-vous pour le diagnostic avec un psychologue spécialisé et tout». Et donc très rapidement, on a été voir une psychologue, qui a passé 1 heure avec lui. Et pareil, hein, elle a joué avec lui, hein. C'est ça qui est fou en Irlande, c'est qu'ils sont tous bienveillants. Ils accueillent l'enfant avec un sourire, ils se mettent à son niveau, ils lui font des câlins, ils jouent avec lui, ils le regardent jouer. Il se sent en confiance, il est pas stressé, on voit vraiment la différence. Moi, je voyais des fois quand on allait chez le médecin en France, il pleurait, il faisait des crises. Là non, comme la personne l'accueille tout doucement, en parlant avec des mots gentils et tout, et ben, il fait ce qu'on lui demande de faire, quoi. Donc la psychologue, elle l'a observé pendant 1 heure, j'étais là, mais je restais en retrait, c'était elle qui était avec lui et elle m'a confirmé le diagnostic et là, elle m'a dit: «Je vais vous envoyer mon rapport». C'est un diagnostic qui fait 50 pages, hein, c'est vraiment sérieux, hein, ils expliquent vraiment beaucoup de choses dedans. Elle a dit: «Ça va vous ouvrir les portes à tout, à l'école déjà». Donc l'école, enfin, c'est le type d'école dans laquelle vont tous les enfants en Irlande ou c'est des écoles spécialisées? Alors, il y a les 2 types justement, c'est important de le dire. Donc, ici en Irlande, l'autisme et maintenant en France c'est pareil, est évalué selon 3 niveaux. Il y a autistes de niveau 1 qui ont le moins de besoins au quotidien et autistes, de niveau 2 et autistes de niveau 3. Autistes de niveau 3, c'est ceux qui ont le plus de besoins au quotidien. Besoin d'aide pour tout, pour s'habiller, pour manger, pour se laver, qui peuvent pas parler en général et donc elle a déterminé que mon fils était entre le niveau 2 et le niveau 3. Et ça peut changer tout au long de la vie, hein, et les autistes de niveau 1 en général, c'est ceux qui parlent comme toi et moi, tu vois? Ils ont des difficultés aussi, attention, mais ils ont moins de difficultés que mon fils parce que mon fils, comme il est non verbal, bah, c'est encore plus dur pour lui de se faire comprendre. Et elle m'a rassurée sur un point, elle a dit, je lui ai dit: «Est-ce qu'il a une déficience intellectuelle mon fils?» parce qu'en France, on pense que les autistes, ils sont tous, débiles. Excuse-moi de l'expression, hein, mais moi, c'est ce que je pensais avant. On pense que l'autisme est toujours associé à une lourde déficience intellectuelle. Elle m'a dit: «Mais non, votre fils, il a aucune déficience intellectuelle». Elle a dit: «C'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on a un QI bas». Elle a dit: «60 des autistes n'ont pas de déficience intellectuelle». Et elle a dit: «Ça a rien à voir avec le fait qu'il soit verbal ou non verbal. Le vôtre, il est non verbal, mais il a aucune déficience intellectuelle». Elle a dit: «Quand il aura 6 ans, on pourra mesurer son QI». Elle a dit: «Il a même peut-être, sûrement, un QI supérieur à la moyenne». Parce qu'il avait déjà des intérêts à 2 ans et demi, 3 ans. Il lisait des livres sur l'espace toute la journée. Des intérêts, très prononcés, voilà. Les chiffres déjà, à 2 ans et demi aussi, 3 ans, les chiffres, les lettres. Il pouvait rester des heures à regarder, une affiche sur l'alphabet ou sur les nombres. C'est juste, en fait, elle m'a dit, et ça, c'est très beau, et c'est ce qu'il faudrait qu'on dise en France. Elle a dit: «L'autisme, pour nous, en Irlande, on voit pas ça comme un handicap». D'ailleurs, en Irlande, ils n'utilisent jamais le mot handicapé pour les personnes autistes. Ils utilisent le mot special needs. Ça veut dire avec besoins spécifiques. Elle dit: «Pour nous, c'est pas un handicap, c'est comme si les personnes autistes parlaient une langue étrangère, en fait. Il faut apprendre à Mmh. communiquer avec eux». Et moi, j'ai trouvé ça très beau et ça m'a rassurée quand elle m'a dit ça. Et puis ça modifie un peu la La perception. perception, exactement, ça m'a rassurée. Je me suis dit: «Mon fils, il est pas déficient intellectuel, c'est simplement qu'il parle une langue étrangère, il faut que j'apprenne à communiquer avec lui». Et le fait de présenter les choses comme ça change tout, vraiment. Mmh. Mmh Et mh. donc il a été diagnostiqué et elle a dit: «Comme il est entre niveau 2 et niveau 3, lui, il peut pas aller dans une école maternelle normale, il faut qu'il aille dans une école maternelle pour les enfants autistes. Parce qu'il faut qu'il soit stimulé toute la journée, qu'il ait de la thérapie toute la journée et c'est vraiment le moment idéal pour le faire parce qu'il est très jeune encore, son cerveau, il est encore très élastique, très malléable». Donc là, quand même, elle t'a confirmé le fait que vous avez très bien fait d'agir très vite. Ah oui, elle me l'a dit, hein. Elle m'a dit: «Plus ils sont pris en charge tôt, mieux c'est. Avant 6 ans, on peut modifier
la structure du cerveau, donc la structure neuronale. On peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Mais je trouve ça incroyable, à quel point ce reportage sur lequel vous êtes tombés par hasard, il a bouleversé, en fait, l'avenir de ton fils et le vôtre aussi. C'est fou le destin. C'est vrai, le destin, c'est fou. On est tombé sur ce reportage au bon moment, comme tu dis, tu vois. Là, ce reportage, ça a été la réponse à nos inquiétudes, à nos problèmes. Après le diagnostic de la psychologue, du coup, il y a une école maternelle qui nous a contactés directement. C'est l'école qui Bah oui, vous contacte? qui nous a contactés. Et donc il y a suffisamment d'écoles pour avoir une proximité avec votre logement ou alors c'est Oui, il y en a partout, d'accord. c'est ça qui est dingue. Ah ouais, Alors d'accord. elle m'avait dit la psychologue, parce que là on parle de l'école maternelle, après l'école primaire c'est un peu différent, mais elle m'a Mmh. dit: «L'école maternelle c'est ASD Unit». ASD Unit, c'est une classe pour les enfants autistes, spécifiquement. Il y a que des enfants autistes dans cette classe et donc en général, ces classes-là sont dans des écoles normales. Donc c'est des écoles normales avec une classe où il y a que des enfants autistes et c'est très bien parce que comme ça permet aux enfants autistes, à la Oui. récréation, d'être avec les enfants. Ils appellent pas ça les enfants normaux, ils disent les enfants mainstream. Il y a pas vraiment de traduction en français, c'est plus, standard, on va dire, quoi. Ils disent toujours: «C'est une école mainstream avec une classe pour enfants autistes». Les autistes de niveau 1 en maternelle, ils vont souvent dans une classe normale, mais avec l'équivalent d'une AESH toute la D'accord. journée. Mais c'est pas des AESH comme en France. Non, en Irlande, ces personnes-là, elles ont été 2 ans à l'école pour apprendre que l'autisme, le fonctionnement des enfants avec autisme, pourquoi ils ont certaines réactions et cetera. Donc les enfants autistes de niveau 1, ils vont dans des écoles normales, mais dans des classes normales, mais avec une AESH toute la journée. Et les enfants de niveau 2 et niveau 3 comme mon fils, ils vont dans des classes autisme. Et ça, il y en a dans toutes les villes et même quasiment dans tous les villages, même des maternelles, hein. On est quasiment dans tous les villages. Il est rentré dans cette classe et là, je me souviens, la proviseure, elle a reçu donc elle nous a contacté, la directrice de l'école, pardon, et elle a dit: «J'ai reçu le dossier de votre fils, on a une place pour lui, je vais venir vous voir à la maison pour vous expliquer comment ça se passe l'école et je vais venir voir votre fils». Et elle est arrivée à la maison, donc elle nous a rencontrés tous les 2 dans la cuisine avec notre fils, je me rappellerai toujours. Et tout de suite, elle est arrivée bienveillante, elle a souri à notre fils et tout de suite, elle a dit: «Oh, vous avez un garçon extraordinaire, qu'est-ce qu'il est beau votre fils, qu'est-ce qu'il est adorable». Et elle a dit: «En Irlande, on les chérit les enfants autistes, on les protège, on les aime, on pense qu'ils ont leur place dans leur société». Et vraiment ça nous a émus, mais c'est des choses qu'on n'avait jamais entendues. En France, les autistes, ils sont rejetés et nous, même en France, comme notre fils, il parlait pas, on voyait bien la différence. Les enfants, ils venaient toujours vers notre petite fille, le bébé qui rigolait et tout. Notre fils, il était ignoré tout le temps. Et là, pour une fois que quelqu'un nous disait: «Votre fils, il est extraordinaire, il a sa place dans la société, on est ravis, on a hâte de l'accueillir à l'école». Je me souviens de ces mots encore aujourd'hui, hein. Ça nous a émus énormément et elle nous a dit: «Vous pouvez venir visiter l'école». J'insiste sur ces moments-là parce que c'est des moments qui sont tellement incroyables pour des gens qui ont vécu en France avant, qui ont vécu le rejet et tout, de la différence. Et là, quand on a visité l'école, mais impressionnant, donc dans la classe, ils nous ont prévenus, ce serait une classe qu'avec 4 élèves et 4 enseignants. Donc ils nous ont dit: «Votre fils, il aura un enseignant à plein temps pour lui tout seul, pendant toute sa maternelle, qui le stimulera toute la journée, qui lui fera de la play-thérapie, donc de la thérapie par le jeu toute la journée». Et quand on est arrivé, bah, on arrive dans une classe et on voit que c'est une classe avec plein de jeux, plein de dispositifs sensoriels, des tapis sur lesquels ils marchent et il y a des petits picots, enfin des les autistes, ils ont des jouets sensoriels, des trucs qu'ils peuvent mâchouiller quand ils sont stressés, enfin, on voyait vraiment que tout était fait pour les enfants autistes. Vraiment, on en a pleuré parce qu'on a été accueillis dans cette école, et je me souviens, il y a 3 dames qui sont venues nous accueillir et elles nous ont dit: «On a hâte d'avoir votre fils avec nous à l'école, on a hâte qu'il fasse partie de nos effectifs. Rien que ça, on a hâte d'avoir votre fils à l'école, on a hâte de le rencontrer, on a hâte de l'accompagner. Votre fils, il a sa place, votre fils, c'est quelqu'un». Ça fait du bien vraiment que là, ils voyaient le petit garçon, comme j'ai dit tout à l'heure, Emilio et Ouais, ouais. plus l'autiste. Ils voyaient le petit garçon Mmh. et ils nous ont dit: «Qu'est-ce qu'il aime Emilio?» Ils se sont intéressés à lui. «Qu'est-ce qu'il aime manger? Qu'est-ce qu'il aime? Quels sont ses intérêts?» Ils voulaient savoir qui il était comme petit garçon et ça nous a fait un bien fou. Mais on ressent vraiment que ça ouais, que ça a dû vous soulager énormément et puis même Ouais, en tant que maman, je pense que quand tu laisses ton enfant dans un environnement comme celui-là, bah, tu rentres chez toi, tu as le cœur léger, quoi. Tu te dis pas: voilà, «Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va vivre?» exactement. En Irlande, du coup, là, je fais une Ouais. parenthèse, j'insiste. En Irlande, l'inclusion, ça marche et depuis des décennies. Les personnes handicapées, elles sont au centre de la société. Ici, on en voit tous les jours. Quand on va au parc, quand on va au restaurant, quand on va dans la rue, on voit des personnes autistes avec des casques ou des personnes qui font un peu du steaming avec leurs mains ou des personnes qui crient un petit peu dans la rue.
on en voit partout autour de nous. On voit des personnes trisomiques dans les restaurants ou dans les hôtels, qui travaillent, des personnes autistes aussi. Je trouve ça incroyable, dans le bon sens du terme, de voir que, en fait, en Irlande, vu que ces personnes sont inclus dans la société et ben, on les voit. Parce que c'est vrai qu'en France, le handicap, l'autisme, c'est très opaque parce qu'on Voilà, les voit pas et donc du coup, on a une perception de qui ils sont qui est ultra négative, ultra stéréotypée, mais parce qu'on les voit pas. exactement. Merci parce que tu as résumé ce que j'essaye de dire. On a une vision vraiment opaque en France, exactement. On sait pas ce que c'est, mais pas que l'autisme. Moi, je parle de l'autisme parce que je suis concernée par l'autisme. Mais en Irlande, c'est tous les handicaps qui sont intégrés dans la société, tous. Et on les voit tous. On voit des personnes en fauteuil roulant. Ma petite fille, elle va à l'école maternelle avec 2 petites filles trisomiques et avec une petite fille en fauteuil roulant. Et c'est magnifique parce que tu la vois jouer avec les petites filles Mmh. trisomiques, c'est ses copines et elle voit même pas la différence. Ils la voient pas la différence, les enfants. Quand elle me parle de ces petites filles, elle dit leur prénom, elle fait pas de différence avec les autres enfants, hein. Même celle qui est en fauteuil roulant, elle voit pas la différence, c'est ses copines. C'est magnifique. Les personnes autistes, elles font souvent des crises. Quand il y en a un enfant qui fait une crise dans un supermarché, personne va aller voir la maman en disant: «Mais il est mal élevé votre enfant» et tout ça. Non, pour eux, c'est normal. Et j'ai une dame Mmh. l'autre jour qui m'a dit: «En Irlande, on va tous, depuis tout petit, avec des enfants autistes à l'école. Donc on sait ce que c'est. On sait reconnaître une personne autiste». Il y a une anecdote que tu m'avais dit en audio et que j'aimerais bien que dont tu reparles, c'est l'anecdote, de ton fils qui a mordu un enfant au parc. Ah oui, alors ça, mon fils, donc il devait avoir 4 ans, on était au parc et à un moment, donc il jouait au toboggan, à un moment, j'entends un petit garçon hurler et il vient me voir, il me dit: «Ouais, votre fils, il m'a mordu, c'est très grave, il m'a fait mal» et je lui ai dit et c'était un petit garçon qui devait avoir, 6 ans, hein. Je lui ai dit: «Je m'excuse vraiment, excuse-moi, mon petit garçon, il est autiste» et le petit de 6 ans, c'est impressionnant, tout de suite, il a dit: «Ah pardon, je suis désolé, je savais pas qu'il était autiste, excusez-moi, j'aurais pas dû crier, j'espère que je lui ai pas fait peur, vraiment pardon, désolé». C'est lui qui s'est excusé quoi, de s'être plaint, parce que mon petit garçon l'avait mordu. Et ce qui est hallucinant aussi, et ça je tiens à le dire, c'est quand je dis aux Irlandais que c'est incroyable tout ce qu'ils font pour les personnes autistes, quand je dis ça à l'école de mon fils, quand je dis ça aux gens dans la rue, que je les remercie d'accepter mon fils tel qu'il est, parce que tout le monde vient le voir dans la rue, tout le monde lui parle, hein, il lui parle comme si c'était un enfant normal et ils pensent qu'ils en font pas assez. Alors que pour moi, c'est un paradis. Je le dis, pour moi, c'est le paradis si je leur dis aux gens. Là, mon fils, maintenant, il va à l'école primaire. Alors, pour te répondre à ta question, à l'école primaire, il y a 2 types d'écoles. Il y a des écoles spécialisées pour les enfants avec des besoins vraiment, très lourds où il y a que des enfants, autistes et il y a des classes pour les enfants autistes dans les écoles normales et ça, il y a des classes pour les enfants autistes dans les écoles normales, dans toutes les écoles, même dans les tout petits villages, hein. Moi, je suis dans un village de 1 300 habitants. Il y a une classe pour enfants autistes dans l'école primaire de mon fils et il y a aussi un collège avec 2 classes pour enfants autistes dans le collège, dans mon village, dans un village de 1 300 habitants. Et j'ai reçu un mail de l'école qui me disent qu'ils vont ouvrir une deuxième classe pour enfants autistes avec 12 élèves dans l'école de mon fils en septembre. Là, ils sont 6 élèves pour l'instant. C'est Il va y génial. avoir une deuxième classe avec 12 élèves. Mais c'est aussi pour te montrer que dans la population, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont autistes aujourd'hui. Et c'est pas qu'en Irlande, c'est dans le monde entier. Ben non, non, il y a pas de raison. Statistiquement, c'est pareil, je pense. Exactement. En France, on dit qu'une personne sur 100 est autiste. Mais ça, c'est les gens qui sont diagnostiqués, sachant qu'en France, il y a vraiment du retard sur le diagnostic. Il doit y en avoir probablement beaucoup plus. Et il y a rien pour ces gens-là. Je discutais avec une maman hier, au téléphone qui me disait une maman qui a un fils autiste, qui disait: «Dans mon département, il y a qu'une seule maternelle inclusive pour enfants autistes dans tout le département. Comment tu veux faire face à tous les besoins?» C'est pour ça que 80 des enfants autistes ne vont pas à l'école en France. Et question de curiosité et après je terminerai sur les 2 questions que je pose toujours à la fin, mais là, c'est vraiment pour aller un petit peu plus loin. Est-ce qu'il y a des postes adaptés, aux personnes, autistes? Des professions? Est-ce que tu arrives à te projeter un peu plus loin? Voilà, c'est ça qui c'est très bien que tu me poses la question parce que les gens me demandent tout le temps: «Est-ce que c'est bien, votre enfant est pris en charge, mais quand il sera adulte, qu'est-ce qui se passera?» C'est important d'en parler. Donc déjà, à l'école, il y a un accompagnement pour les enfants autistes jusqu'à l'université. Jusqu'à l'université, les enfants autistes peuvent aller à l'école et seront accompagnés, même s'ils ont des besoins très lourds. Ça, c'est important de le dire. Ils peuvent faire des études. Ils sont pas condamnés à faire, des petits métiers, ils peuvent faire ce qu'ils veulent comme métier, ils seront accompagnés. Parce que même si à l'université, par exemple, il y a pas une section autiste, l'université va s'adapter aux jeunes. S'il y a un autiste qui arrive dans une classe et ben,
mettre des aménagements spécifiques en place pour lui, qui va être toute la journée avec lui, qui sera formé. Voilà, on adapte l'école à l'enfant, en fait. C'est pas l'enfant qui s'adapte à l'école. En Irlande, c'est l'école qui s'adapte à l'enfant. Et ensuite, toutes les entreprises, il y a un peu des quotas comme en France où elles doivent employer des personnes en situation de handicap. On le voit vraiment ici. On les voit, les personnes qui travaillent. En France, on commence à le voir un petit peu, il y a eu des initiatives. Mais ici, je vois par exemple mon mari qui travaille dans une grande société mondiale, hein, bah, il travaille avec des personnes autistes et avec des personnes trisomiques et avec des personnes avec d'autres handicaps aussi, des handicaps moteurs, des handicaps mentaux. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des postes dédiés aux personnes avec handicap, mais ils peuvent aussi adapter le poste. S'il y a une personne handicapée qui souhaite faire un métier, n'importe lequel, ils peuvent adapter son poste. Par exemple, quelqu'un d'autiste, s'il travaille, chez Apple, ils vont lui demander de quoi ils ont besoin. Ils vont travailler avec des thérapeutes pour adapter son environnement, pour le mettre dans un bureau qui est pas trop bruyant, pas trop lumineux, par exemple, hein, si c'est les besoins là qu'il a. Mais j'insiste, c'est tous les besoins qui vont être adaptés. Ils vont mettre en place une salle silencieuse dans laquelle il pourra aller autant de fois qu'il veut. Si, il a des moments dans la journée où il a vraiment besoin de se réguler, d'aller se calmer, s'apaiser, tout ce qu'il Ouais. faut. Il peut venir avec son casque anti-bruit s'il a besoin. Il y a une dame, il m'a dit à son travail, qui fait du hula hoop et elle se lève régulièrement de son poste de travail pour faire du hula hoop au milieu de tout le monde. C'est le moyen qu'elle a de se réguler et personne la regarde bizarrement. Mais c'est pour dire que, voilà, dans toutes les aires de jeu et dans tous les lieux publics, il y a des tableaux avec des pictogrammes qui permettent aux personnes non verbales de communiquer. Moi, quand je vais au parc avec mon fils ou quand je vais à la bibliothèque ou à la piscine, et ben, il va vers le communication board, ça s'appelle, et il me montre ce qu'il veut. Par exemple, au parc, il va me montrer sur le pictogramme le jeu auquel il veut jouer. Ou s'il a soif, il va me montrer le pictogramme qui montre qu'il a soif. Et ça, c'est des choses qui sont dans tous les lieux publics et dans toutes les aires de jeu. Mon fils, ça l'aide Mmh. énormément, pouvoir communiquer comme ça. Les personnes non verbales en Irlande, l'État leur paye une communication device. Donc c'est une tablette, c'est comme un iPad avec plein de pictogrammes aussi. Et l'enfant, il peut communiquer avec ça en cliquant sur les pictogrammes adaptés. Il peut faire des phrases. C'est impressionnant parce que vous avez un enfant devant vous qui est non verbal, qui vous regarde pas dans les yeux. Vous pensez qu'il est totalement dans son monde et en appuyant sur ses pictogrammes, il vous fait des phrases entières. La tablette parle à sa place. Maman, je voudrais boire un jus d'orange. Maman, je voudrais écouter cette chanson. Maman, j'aimerais bien aller au parc. Ça me donne les larmes aux yeux en y pensant. Ils peuvent parler, ils peuvent dire ce qu'ils ont dans le cerveau et il va à l'école avec sa tablette. Il peut parler à ses professeurs avec ça et en plus, mon fils, en France, on m'avait dit qu'il irait probablement jamais à l'école. On m'avait dit que le médecin m'avait dit qu'il parlerait probablement jamais aussi parce qu'il avait perdu tous ses acquis de langage à 18 mois, à 2 ans et ben, maintenant, il a commencé à parler et dans les 2 langues. À la maison, il dit des mots en français, à l'école, il dit des mots en anglais et il parle de plus en plus et ça, c'est un C'est miracle! impressionnant. C'est miraculeux! Donc j'ai un fils qui porte encore des couches, là on travaille sur la propreté, ça commence à venir, qui est non verbal, mais qui a pas de déficience intellectuelle, qui est capable de lire et d'écrire et qui commence à parler et qui va probablement dans quelques années parler comme toi et moi, je l'espère. Mais même s'il ne peut pas, c'est pas grave. Oui, parce que la société est adaptée. Voilà et ça c'est magnifique, c'est extraordinaire et Ouais. et par contre je tiens à dire aussi quelque chose qui est important. Je suis revenue en France cet été pendant une semaine. Et là, on a vu le décalage, on s'est pris plein fouet le décalage. Ça a été très dur. Moi, j'en suis traumatisée, hein. Les gens qui me disent: «Mais pourquoi votre fils» parce qu'ici, les enfants autistes, maintenant ça se fait en France aussi de temps en temps, j'ai vu dans des reportages. Mon fils, il a besoin de mâchouiller très fort, il a besoin de mettre tout à la bouche et donc ici en Irlande, on leur donne, ça s'appelle des ingrabeurs. C'est un petit objet en silicone qui peut mâchouiller tout le temps quand il est stressé et en France, il avait beaucoup de situations de stress parce que, bah, c'est pas sa routine, c'était dans un lieu, différent, et il avait ce truc-là dans la bouche tout le temps et dans la rue, les gens m'arrêtaient: «Mais pourquoi votre fils, il mâchouille ça, pourquoi votre fils» et les gens venaient lui parler. Quand on disait bonjour à des gens dans la rue, souvent ils parlent aux enfants. Ils voyaient que mon fils répondait pas. Donc je leur disais: «Bah, désolé, il est non-verbal». «Quoi? Mais c'est quoi non-verbal?» «Il est autiste». Ouais. «Ah, autiste? Ah, mon Dieu», enfin vraiment des questions déplacées tout le temps, des regards déplacés parce que des fois mon fils, il va parler tout seul sans dire des mots, mais faire des petits cris ou dire des petits da 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 da, di 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 di, des choses comme ça. Ça, en Irlande, on en voit dans les lieux publics des gens faire ça, des enfants ou des adultes. Personne se retourne sur eux. En France, tout le monde veut vous regarder fixement et c'est très gênant et comme on n'a plus l'habitude, bah, que les gens soient comme ça en Irlande, en retournant en France, on l'a Ouais, ça vraiment vous fait un ressenti choc. Ah ouais, et j'imagine. du coup, on n'a plus envie de revenir en France, vraiment, hein. On n'a plus envie. Mmh.
Et il y a pas juste pour terminer quand même, il y a pas que l'Irlande, hein, qui est aussi en avance sur l'inclusion. Je comprends pas pourquoi en France on n'en parle pas. Parce que déjà l'Irlande, c'est notre plus proche voisin, donc on pourrait s'inspirer des bonnes pratiques. Mais il y a aussi les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni aussi. Tout le monde anglo-saxon est en avance sur la question de l'inclusion. Mais c'est bien parce qu'à travers, ton discours, ce podcast et même ce que tu partages sur les réseaux, tu ouvres un petit peu, les esprits. Quand je suis arrivée en Irlande et que j'ai vu tout ça, j'étais tellement choquée, je me suis dit: «Mais il faut que ça se sache en France». Parce que moi, je raconte mon histoire un petit peu à tout le monde, à toutes les mamans d'enfants autistes, que je connais maintenant qui sont devenues des amies. Il y en a qui pleurent quand je leur parle comment c'est en France. J'ai vu beaucoup de gens pleurer. Et elles me disent: «Mais je suis triste pour tous les enfants autistes en France qui sont pas pris en charge et moi aussi je suis triste pour ces enfants-là et pour les parents qui sont désespérés». Donc je me suis dit: «Il faudrait que j'en parle un peu sur les réseaux peut-être pour montrer aux parents que l'inclusion, ça fonctionne dans certains endroits. Donc et que l'autisme, c'est pas une fin en soi, qu'on peut très bien vivre en étant autiste, que la société peut s'adapter, que l'enfant peut avoir un avenir. C'est ça que je veux montrer. Je veux que les familles aient de l'espoir et le but final, parce que tout le monde ne pourra pas s'expatrier en Irlande ou aux États-Unis et cetera, ce serait que la France avance sur le sujet. J'espère moi que à travers ma petite voix, que peut-être quelqu'un un jour, verra, mon témoignage et que les choses bougeront en France. C'est ce que je souhaite vraiment. Donner de l'espoir aux gens et que les choses bougent. À travers ta voix, tu permets aussi d'ouvrir les esprits de ceux qui sont pas concernés par ce sujet, mais qui ont pas forcément conscience de regarder bizarrement ou tu vois? Je pense qu'on a tous des réactions face, au handicap, qui nous dépassent parce Oui, on le côtoie pas au quotidien. Mais à travers ce genre de témoignage, ça permet aussi de travailler sur soi, de se remettre en question et de se dire: «Bah, qu'est-ce que moi je fais mal?» et bah, c'est bien, tu vois? J'y avais pas pensé et je voudrais juste dire une dernière chose sur Irlande parce que c'est Vas-y. important pour les Français. Je sais qu'en France, les mamans, bah, souvent, elles doivent s'arrêter de travailler pour leurs enfants autistes ou handicapés parce que, bah, il y a pas de place pour eux à l'école, donc elles peuvent pas travailler et elles ont une toute petite aide de la MDPH de l'État, mais c'est une aide vraiment ridicule. Nous, en Irlande, toutes les mamans d'enfants avec special needs, pas que les autistes, hein, c'est tous les enfants avec un handicap, on a une aide financière, mais c'est un vrai salaire, hein, de la part de l'État parce que l'État, il nous considère comme carer, ça s'appelle, donc c'est pas ça veut dire aidant, proche aidant. Ça veut dire qu'on n'est pas considéré comme sans profession. On est considéré comme proche aidant. C'est un vrai statut, c'est une vraie profession dans la société et l'État nous donne un salaire parce qu'il estime que si jamais, il nous donnait pas ce salaire à nous, il devrait payer quelqu'un d'autre pour s'occuper de notre enfant. Donc c'est mieux de payer la maman ou le papa plutôt qu'un étranger, en fait. Et ça, c'est hyper important. Moi, j'ai un statut dans la société. Les gens, je leur dis pas: «Je travaille pas». En plus, en France, c'est mal perçu quand on dit qu'on travaille pas. Ici, je dis: «Je suis proche aidante de mon fils qui est autiste». Tout le monde dit: «Waouh, bravo, c'est très bien ce que vous faites, chapeau», et voilà. J'ai une vraie place dans la société, je me sens reconnue, en fait, c'est important. Je tenais à le dire. C'est bien, le message est passé. Donc j'ai 2 dernières questions pour terminer, notre échange. Ma première question, c'est qu'est-ce qui a été le plus aidant pour toi? Bah, ce qui a été le plus aidant, vraiment, c'est toutes les choses gentilles qu'on a dit sur mon fils. J'avais besoin de les entendre. Vraiment, c'est ça. Le fait de dire: «On est content d'accueillir votre fils», juste les choses comme ça. Heu, Votre fils est quelqu'un d'extraordinaire, le monde a besoin de gens comme votre fils a une place dans la société. Les gens qui viennent, qui parlent à mon petit garçon, quand je leur dis s'il il est non-verbal, les gens, ils savent tout de suite ce que ça veut dire non-verbal. Ils savent qu'il est probablement autiste et du coup, il peut pas communiquer avec des mots. Et ben, ils lui parlent quand même. Ils s'adressent à lui comme une vraie personne, pas comme un handicapé. C'est ça qui m'aide le plus aujourd'hui. C'est qu'on considère mon fils comme un petit garçon de son âge, pas comme un autiste ou un handicapé. Il va à l'école comme tous les petits garçons de son âge et il va au parc comme tous les petits garçons de son âge. C'est ça qui m'aide, c'est qu'il est comme tout le monde ici, mais avec ses spécificités. Voilà, c'est ça qui m'aide le plus, vraiment, et j'en ai besoin en tant que maman et je pense que tous les parents vont comprendre, ce que je dis quand je dis ça. Mmh. Et ma dernière question, c'est ce serait quoi le conseil que tu donnerais, à une personne, donc à une maman là plus spécifiquement, qui vit la même situation? Déjà, je veux lui dire que ça va être un vrai bouleversement, c'est normal, il faut passer par une phase de deuil de l'enfant idéal qu'on aurait voulu avoir, c'est normal, il faut pas culpabiliser de l'avoir cette phase-là. C'est normal, ça fait mal quand on entend tous les parents qui nous parlent de tous les progrès, toutes les étapes qu'a franchi leurs enfants. Nous, on sait que notre enfant, il franchira pas ces étapes-là et ça fait très mal au début, c'est normal. Mais je voudrais lui dire que ça va aller mieux, qu'elle va l'accepter ce diagnostic au bout d'un moment et que son enfant, il va lui apporter des choses extraordinaires, qu'elle le voit pas tout de suite, mais qu'elle le verra. Et je voudrais aussi dire à cette maman ou ce papa-là que, en fait, votre enfant, le plus important, c'est de lui apprendre à communiquer. C'est pas parce qu'il parle pas ou qu'il parle différemment de vous
qui peut pas communiquer. Il y a des moyens pour lui apprendre à communiquer, que ce soit avec des pictogrammes, avec une tablette ou avec une langue des signes aussi. En Irlande, on a une langue des signes qui est adaptée aux enfants autistes qui ne parlent pas, c'est une langue des signes simplifiée et si vous apprenez à votre enfant à communiquer et ben, vous verrez qu'il a des choses à vous dire incroyables. Merci beaucoup pour ton témoignage, Laura. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé sur, toi, sur ton fils, sur ta famille et je vais évidemment mettre en description de l'épisode le nom de ta page Instagram pour les personnes concernées ou non qui veulent te suivre dans ton quotidien parce Donc j'ai créé un compte Instagram. Moi, je voulais pas être influenceuse, hein, c'est pas du tout mon but. Le but, c'est de montrer que des pays avec une inclusion qui fonctionne, ça existe et donner de l'espoir aux parents. Et donc, sur ma page, je montre mon quotidien en Irlande, je montre tout ce qui est fait pour l'inclusion des personnes avec besoins spécifiques en Irlande et je partage mon histoire aussi, mon parcours, comment j'ai fait pour m'expatrier concrètement, comment on a fait pour s'adapter à un nouveau pays, à une nouvelle langue, et cetera. Donc si les gens, veulent en savoir plus et ben, je les invite à venir sur mon compte Instagram et le nom, ça s'appelle «Changer de pays pour lui».